Hajime Nagumo est un pauvre perdant dont le plus grand talent semble être d'exister tranquillement au point d'être ignoré ou trahi, comme le démontrent aimablement ses amis. Mais après avoir grignoté des monstres comme un blogueur culinaire dérangé et s'être associé à une petite amie vampire bien au-dessus de ses capacités, il se transforme en une véritable fantaisie de pouvoir. Avec sa nouvelle force, il écrase quiconque ose le défier, car apparemment, la meilleure vengeance est la protéine de monstre. Le chaos commence lorsque Nagumo se réveille seul, échoué dans les profondeurs du labyrinthe d'Orku. Alors qu'il se débat, clairement non préparé à la situation, il rencontre un lapin de Pâques géant. Avant qu'il ne puisse se demander pourquoi ce lapin a un appétit pour plus que des carottes, Big Fu fait irruption sur la scène, décidant que le lapin a l'air plus appétissant que l'existence triste de Nagumo. Prédictiblement, Nagumo est ensuite sur le menu, et malgré tous ses efforts pour s'enfuir, Big Fu l'attaque, lui arrachant un bras. En paniquant, Nagumo fait ce qu'il sait faire de mieux, il utilise sa compétence incroyablement excitante, transmuter, pour creuser un trou dans lequel se cacher, se rappelant de l'entraînement qu'il a fait avec son bon ami Steve de Minecraft. Naturellement, il s'évanouit à cause de la perte de sang, car il ne sait même pas saigner correctement. Lorsqu'il se réveille, il aperçoit un cristal sacré brillant et se souvient avoir lu à propos de ses propriétés curatives, car être bien informé est l'une des choses dans lesquelles Nagumo est étonnamment bon, même si la survie ne faisait pas partie du programme. Flashback à une semaine plus tôt, lorsque Nagumo et ses camarades de classe se préparaient à affronter le labyrinthe d'Orku sous la direction du capitaine Meld. Une fois arrivé au 20e étage, Koki, le leader de la classe, gratifia Nagumo d'une déclaration qui renforça son moral, lui disant que sa vie était totalement inutile. Les choses ont vite pris une tournure dramatique lorsqu'un camarade a touché un cristal glanze, déclenchant un piège qui a transporté tout le monde au 65e étage, alias le centre des monstres. Alors que le chaos éclatait, Nagumo parvint, par je ne sais quel miracle, à transmuter un mur de rocher, offrant ainsi à ses camarades une chance de s'échapper. Pendant ce temps, le capitaine Meld jouait le héros, menant une contre-attaque pour gagner du temps pour sa propre fuite, mais fidèle à son caractère de perdant, il réussit à se faire toucher par des tirs amis, se retrouvant juste devant un behemoth. Le sol s'effondra sous lui, et il tomba en hurlant. Kaori, l'une des rares personnes qui se souciait réellement de Nagumo, était le cœur brisé. Elle lui avait supplié de ne pas rejoindre l'expédition, sachant pertinemment que ses instincts de survie étaient aussi bons que ceux d'un lemming. Mais Nagumo, toujours aussi génial, insista, et maintenant le voilà, trahi, brisé et sans collation. Déterminé à prouver qu'il est plus qu'un simple repas pour monstres, Nagumo se mit à survivre, sachant que tout comme Luffy, la viande est la clé de tout. Piégeant des renards démons, il prépare un festin de viande de monstre, et après l'avoir mangé, il se transforme en une toute nouvelle personne avec des cheveux blancs, des muscles saillants, et une personnalité qui laisse encore beaucoup à désirer. Avec son nouveau look et ses statistiques améliorées, il acquiert des compétences telles que manipulation de mana, évaluation de minéraux, et estomac de fer. Armé de ses pouvoirs, Nagumo fabrique une arme flashy, électrocute le lapin de Pâques jusqu'à ce qu'il se soumette, et le mange aussi, car pourquoi pas. Cela lui confère l'aptitude pas rapide et aérodynamisme, ce qui le rend assez agile pour traquer Big Fu pour un round 2. Confiant comme jamais, il se dirige vers le combat, esquivant les attaques de Big Fu comme s'il avait enfin appris à ne plus trébucher sur ses propres pieds. Après avoir lancé une grenade aveuglante et tiré sur le bras de Big Fu, il termine le combat en utilisant son champ électrique, tirant une balle directement dans le cerveau du Big Fu. Nagumo, toujours défiant son appétit compétitif intérieur, décide que dévorer les restes de Big Fu est une brillante stratégie de survie. Dommage que son plan génial rencontre un obstacle, car manger le même monstre ne booste plus ses statistiques. À la place, il acquiert une nouvelle capacité, griffe spirituelle, car apparemment manger Big Fu revient à s'inscrire à un programme de fidélité. Ne parvenant pas à trouver un moyen de monter, il décide de descendre à la place, où il rencontre un monstre pétrifiant. Fidèle à lui-même, il utilise sa méthode éprouvée de grenade aveuglante, tir, répété pour obtenir la victoire, prouvant une fois de plus que la subtilité n'est pas son fort. Pendant ce temps, à l'extérieur du labyrinthe, les camarades de Nagumo rendent compte au roi de leur rencontre avec le Behemoth et de la chute moins que glorieuse de Nagumo. Le roi, dans toute sa sagesse royale, leur dit de garder les détails secrets, probablement pour éviter de gâcher leur flyer de recrutement pour de futurs héros. Shizuku, la personne compétente de l'équipe, veille sur Kaori, qui est toujours inconsciente après avoir tenté de sauver Nagumo. En repensant au passé, Shizuku se souvient avoir empêché Kaori de se jeter dans le danger, allant même jusqu'à laisser le capitaine Meld lui donner un coup de poing pour la protéger. À ce moment-là, un flashback apparaît, où l'on nous montre qu'à leur arrivée à Tortue, le pape expliqua toute la situation, les humains et les démons sont engagés dans une guerre de plusieurs siècles. Les démons, étant de vrais malins, se sont alliés aux hommes bêtes et ont commencé à gagner. Désespéré, le dieu de Tortue a convoqué leur classe pour rétablir l'équilibre. Naturellement, tout le monde était partant pour jouer les héros, sauf leur professeur Echo, qui avait l'audace de se soucier de leur sécurité. La majorité l'emporta, et ils partirent sauver le royaume. De retour au présent, Shizuku commence à se méfier lorsqu'elle aperçoit Yama se faufiler comme le personnage louche qu'il est. Tentant de le prendre au dépourvu, elle l'invitait à s'entraîner, mais il décline avec toute la subtilité d'un vilain d'anime. Après son départ, elle le soupçonne brièvement d'avoir joué un rôle dans la chute de Nagumo, mais décide que c'est trop tiré par les cheveux.
Cas classique de faire confiance à la mauvaise personne, car c'est lui qui a tiré un coup de feu errant intentionnellement sur Hajime pour le faire envoyer au fond du labyrinthe. Lorsque Kaori finit par se réveiller, elle est horrifiée d'apprendre non seulement qu'elle a été inconsciente pendant 5 jours, mais que le groupe ne s'est jamais donné la peine de revenir pour Nagumo. Pendant ce temps, le voyage de survie de Nagumo est devenu une descente épique alors qu'il dévale les 50 étages du labyrinthe comme s'il était en train de speedrun un jeu vidéo. Il finit par tomber sur une porte scellée et, fidèle à lui-même, décide de l'ouvrir en force avec Transmuté. Ce coup de génie réveille 2 cyclopes. Toujours l'Overachiever, il en élimine un avant qu'il ne se réveille complètement, ne laissant plus qu'un monstre très grognon à affronter. Malgré sa magie défensive, Nagumo frappe sans relâche, brisant ses barrières et émergeant victorieux, car apparemment, la persévérance est maintenant une statistique. De son côté, Kaori jure de devenir plus forte pour pouvoir sauver Nagumo, embarquant Shizuku dans son montage d'entraînement. De retour dans le labyrinthe, Nagumo tombe sur des pierres de mana, qui servent aussi de clé pour ouvrir une porte mystérieuse. Parce qu'il n'a absolument rien appris sur les configurations suspectes, il l'ouvre et découvre une pièce sombre avec un énorme diamant au bout. À l'intérieur, il trouve une fille piégée dans le cristal, dégageant de fortes vibrations de bataille de boss ou histoire tragique. Nagumo, pour une fois clairement suspicieux, tente de partir, mais elle le supplie, affirmant avoir été trahi par sa famille royale vampire, qu'il a scellée pour être trop forte. Bien qu'il ait été trahi littéralement tout le temps, Nagumo décide de la libérer. Lorsqu'elle révèle qu'elle n'a pas de nom, il lui attribue le titre au sceau original de YE, signifiant lune, parce que pourquoi ne pas être poétique dans un piège mortel? YE est ravi, mais leur moment de complicité est brutalement interrompu lorsque Nagumo se fait poignarder dans le dos. Nagumo, prouvant qu'il est à la fois chanceux et têtu, se verse rapidement de l'eau bénite pour guérir après que YE l'ait aidé à retirer les pics qui le transperçaient. Juste au moment où il commence à penser qu'ils ont enfin une chance, un monstre crabe géant se précipite pour bloquer l'entrée. Nagumo, toujours le type prêt à se sacrifier, donne à YE quelque chose à manger pour qu'elle puisse reprendre de l'énergie pendant qu'il se bat courageusement contre l'armure du crabe. Comme prévu, ses efforts sont aussi efficaces qu'un marteau en caoutchouc contre de l'acier. Voyant qu'il lutte comme un amateur, YE intervient pour l'aider en enfonçant ses crocs dans son couffre parce qu'après tout, qui a besoin de frontières personnelles au milieu d'un combat de boss? Canalisant ses pouvoirs, elle lance Azure Blaze, infligeant un coup puissant. Cependant, elle est épuisée après un seul tir, prouvant qu'une vampire de 300 ans peut aussi se fatiguer. Avec les encouragements motivants de Nagumo, qui lui indique le point faible comme un joueur de jeux vidéo dans le siège arrière, ils font équipe et finissent par abattre le crabe. Plus tard, pendant qu'il cuisine de la viande de crabe, Nagumo demande innocemment à YE comment quelqu'un de plusieurs siècles peut encore ressembler à un enfant. YE explique que les labyrinthes ont été construits par des mavericks pour échapper aux dieux et que trouver le repère du maverick pourrait conduire à la liberté. Excité par la perspective de fuir son buffet de monstres sans fin, Nagumo montre à YE sa nouvelle arme améliorée, fabriquée à partir de la coquille du crabe. YE, légèrement déstabilisé par son design surdimensionné, se demande s'il est même humain, ce qui devient une question de plus en plus valide. Alors qu'ils continuent leur voyage à travers le labyrinthe, Nagumo raconte comment ses camarades de classe l'ont trahi pour sa faiblesse. YE, touché par son histoire, verse une larme, mais Nagumo lui assure qu'il en a tiré un trait, même s'il en parle à chaque occasion. Il l'invitait à se joindre à lui dans sa quête pour s'échapper, cimentant ainsi leur partenariat comme l'équipe la plus étrange jamais formée. Pendant ce temps, le capitaine Mel donne à Koki un discours de motivation, car apparemment, quelqu'un croit encore en l'esprit d'équipe au royaume. De retour dans le labyrinthe, Nagumo et YE tombent dans un cauchemar jurassique, une zone remplie de dinosaures contrôlés par des fleurs poussant sur leur tête. Alors que Nagumo cherche le marionnettiste derrière l'armée de dinosaures, YE ne peut s'empêcher de grignoter son cou à nouveau. Nagumo, compréhensiblement agacé, lui suggère de trouver une façon moins gênante de recharger son énergie. Leur recherche les mène à une grotte où ils sont soudainement attaqués par des boules vertes de quelque chose. Nagumo, dans toute sa gloire de joueur de Minecraft, tente de les bloquer avec un mur de rochers, mais les fleurs ripostent. YE, arborant maintenant son propre accessoire floral grâce au contrôle mental, commence à attaquer Nagumo. Après avoir porté un coup, une fleur pousse aussi sur sa tête. Cependant, grâce à son alimentation riche en monstres, Nagumo écarte le contrôle mental comme un pro, tire la fleur de la tête de YE, et élimine le monstre derrière le chaos. Une fois la poussière retombée, il célèbre de la seule manière qu'ils connaissent, en mangeant le monstre vaincu. Naturellement, il propose une bouchée à YE, mais elle décline avec un sourire, se contentant de son repas habituel et grignote plutôt son coup de manière espiègle. Après un repos bien mérité, le couple étrange poursuit sa descente dans le labyrinthe, cartographiant la zone avec toute l'efficacité d'une unité GPS mobile. Finalement, ils atteignent le 100e niveau et se retrouvent face à une autre porte massive, parce que rien ne crie boss final comme une architecture dramatique. Entrant dans ce qu'ils pensent être le repère du Maverick, Nagumo et YE se retrouvent dans une immense salle remplie de cristaux lumineux, un endroit tellement étincelant de manière inquiétante qu'ils crient pratiquement piège. Leurs soupçons se confirment lorsqu'une hydre aux couleurs de l'arc-en-ciel fait irruption sur la scène, ressemblant à un cauchemar né d'un accident de TIED chaotique. L'hydre ne perd pas de temps, crachant du feu pour les séparer avant de cibler Nagumo avec une attaque de foudre. Il l'esquive de justesse, ripostant avec son arme fidèle tandis que YE tente de renverser la situation avec un glacial shit.
Il ne faut pas longtemps pour qu'ils comprennent l'astuce de l'hydre, chaque tête possède une capacité surpuissante différente. Bien sûr, la tête blanche a pour rôle de guérir les autres, alors YQE tente de l'éliminer avec un crimson javelin. Malheureusement, la tête jaune bloque son attaque comme si l'hydre faisait partie d'une ligue de football défensive. Les choses vont de mal en pis lorsque la tête noire lance un sort de transe sur YQE, la transformant en canard assis. L'hydre se précipite sur elle, mais Nagumo effectue un sauvetage dramatique, se jetant de côté et laissant tomber une grenade paralysante comme s'il jouait dans un film d'action. Après avoir sorti YQE de sa stupéfaction magique, elle est soulagée de constater qu'il ne l'a pas abandonnée, ce qui, vu ses précédentes expériences avec les gens, est une inquiétude légitime. YQE, à son tour, le gêne un peu en le touchant de manière décontractée, le faisant rougir comme un collégien avant qu'il ne l'embrasse impulsivement. Mais la romance passe au second plan lorsque Nagumo lui rappelle maladroitement qu'ils ont toujours une hydre géante à tuer. Se recentrant, YQE effectue une attaque combo spectaculaire, résistant à peine à une nouvelle tentative de transe en pensant à quel point Nagumo dépend d'elle. Pendant ce temps, Nagumo lance un tir massif sur l'hydre, suivi de avant blast de YQE, qui anéantit enfin la bête, du moins il le pense. Une tête plus grande et plus méchante surgit des décombres et frappe Nagumo avant qu'il ne puisse réagir. Toujours le martyr prêt à se sacrifier, Hajime prend le coup pour protéger YQE, s'effondrant comme un bouclier humain avec des statistiques de durabilité médiocres. La traînant en sécurité, YQE lui verse désespérément de l'eau bénite, mais il reste inconscient. Décidant qu'elle en a assez d'attendre, elle prend son arme, prête à affronter l'hydre seule, mais elle est rapidement frappée avant de pouvoir faire beaucoup de dégâts. Juste au moment où il semble que tout soit fini, Nagumo effectue un retour de dernière minute, se précipitant vers elle plus rapidement que d'habitude. Avec un flair héroïque légèrement ridicule, il lui dit de se nourrir de son coup pour recharger ses pouvoirs. Rajeuni, Nagumo fait face à l'hydre seul, esquivant ses attaques comme une star d'action et préparant le plafond pour qu'il s'effondre sur la créature. Il la cloue au sol avec Transmute, tandis que YQE termine le travail avec un Azure Blaze, vaporisant définitivement le monstre. Tous deux s'effondrent immédiatement de fatigue, car apparemment, être surpuissant à un coup. Pendant ce temps, de retour au royaume, Echo confronte le pape, furieuse que les étudiants soient contraints de combattre après la perte de Nagumo. Pensant de ne plus aider aux fermes, un mouvement de puissance étonnamment sauvage, elle le force à accepter de ne pas forcer les étudiants réticents à se battre. Elle s'en va en furie, laissant le pape gérer son bordel. De retour dans le labyrinthe, les camarades de classe de Nagumo retournent au 60e étage pour la première fois depuis son accident. Avec Kaori qui garde encore l'espoir de le retrouver, le groupe décide de continuer le lendemain, ignorant complètement que Nagumo est devenu une machine à tuer les monstres inarrêtables avec une compagne vampire. Nagumo se réveille alors dans son lit avec YQE, car apparemment, les expériences de mort imminente sont son porte d'entrée vers des moments intimes. Perplexe, il lui demande comment ils en sont arrivés là. YQE explique qu'elle a traîné son pauvre corps jusqu'au repère du Maverick, l'a soigné avec de l'eau bénite, et a dormi à ses côtés. Un chevalier en armure brillante, mais avec moins de chevaux et plus de morsures dans le cou. Après s'être habillés, ils explorent le repère, finissant par tomber sur le cadavre du Maverick, Orku. Parce que marcher sur des symboles inquiétants est une idée géniale, Nagumo active un cercle magique, déclenchant un enregistrement d'Orku. Le Maverick félicite Nagumo d'être arrivé dans sa chambre, puis se lance dans un monologue expositif sur sa rébellion contre les dieux. Nagumo écoute, mais il est clair qu'il commence à décrocher mentalement, se demandant probablement ce qu'il y a pour le dîner. Pendant ce temps, les anciens camarades de Nagumo atteignent enfin le 65e étage. Comme prévu, Koki et Shizuku sont trop occupés à flirter pour se concentrer, ce qui pousse le capitaine Meld à les rappeler à l'ordre. Arrivé au même endroit où Nagumo a fait sa chute peu héroïque, le groupe réveille à nouveau le Behemoth, et cette fois, ils sont prêts. Le capitaine Meld crie un plan d'évasion, mais les étudiants, pleins de courage, chargent plutôt le monstre. Koki prend la tête, lançant le premier coup avec son avant-flash avant de donner des ordres comme un leader en herbe. Sakagami utilise sa force brute pour maintenir le Behemoth au sol, afin que le capitaine Meld puisse porter le coup fatal. Mais, dans une démonstration d'ironie tragique, le coup d'épée de Meld est si faible que c'est presque embarrassant. Shizuku, peu impressionné, s'avance et tranche la corne du Behemoth en un seul mouvement net, prouvant qu'elle est la véritable MVP. Pendant ce temps, Kaori soutient l'équipe avec sa Halo Magic, lançant des sorts protecteurs pendant que Koki tente de jouer au héros et finit inévitablement expédié par le Behemoth. Kaori le sauve encore et les étudiants s'unissent enfin pour abattre le monstre et son entourage, prouvant que l'esprit d'équipe fait réussir le rêve, même si ce rêve consiste à nettoyer sans cesse les dégâts de Koki. De retour dans le repère, l'enregistrement d'Orku n'est pas terminé. Il propose à Nagumo ses pouvoirs, lui suppliant de ne pas les utiliser pour le mal. Nagumo étant Nagumo, ne se préoccupe pas du dilemme moral et absorbe simplement le savoir. Tandis que les informations envahissent son esprit, il se rend compte que les Mavericks n'étaient pas des méchants, mais des libérateurs luttant contre les dieux. Ce qui ne l'intéresse pas vraiment, son seul objectif est de rentrer chez lui. Il dit à YQE, d'un ton décontracté, qu'il a appris la magie de création et qu'il peut maintenant fabriquer des artefacts. Le duo enterre le corps d'Orku par respect, ou peut-être juste par ennui, et se dirige vers son atelier. Là, il découvre un cercle magique lié à la surface grâce à l'anneau d'Orku, ainsi qu'un livre révélant que conquérir d'autres labyrinthes pourrait leur accorder encore plus de magie ancienne.
Décidant qu'ils n'ont pas fini d'explorer les donjons, ils s'installent pour maîtriser tout ce que le repère a à offrir. Plus tard, pendant qu'ils se détendent dans le bain, Nagumo reçoit une visite surprise de YE, qui déclare qu'il a désormais un accès illimité à tout son corps. La subtilité n'est clairement pas son fort. Au cours des 2 mois suivants, entre des moments de démonstration publique d'affection vampire, Nagumo met ses nouvelles compétences à l'œuvre. Il construit un bras prosthétique, couvre son œil manquant avec des équipements stylés, et glisse même une bague au doigt de YE, officialisant ainsi leur lien. Lorsqu'ils sont enfin prêts à refaire surface, Nagumo avertit YE que son existence surpuissante risque de faire de lui une cible, et les deux jurent de se protéger mutuellement et de prendre le monde à bras le corps. À la surface, une fille lapin attendant un sauvetage héroïque comme une demoiselle en détresse est attaquée par un monstre. Entrée Nagumo et YE, clairement pas d'humeur pour des quêtes secondaires, mais la fille se précipite vers eux, suppliant de l'aide et offrant à Nagumo tout ce qu'il veut. Hajime s'agace de l'interruption, mais vous pouvez totalement commenter et me dire ce qu'il aurait dû demander. Quoi qu'il en soit, Nagumo refuse catégoriquement d'aider, mais lorsqu'il remarque que ses melons sont plus gros que ceux de YE, ses priorités semblent changer, et il intervient à contre-séure pour sauver la situation. Lorsque le monstre fait sa grande réapparition, Nagumo ne perd pas de temps et le tire dans l'oubli pour avoir osé exister en sa présence. La fille lapin, impressionnée et presque en train de s'évanouir, se présente sous le nom de Shiya et le supplie de sauver sa famille. Nagumo, perpétuellement agacé, la gifle lorsqu'elle essuie ses larmes sur lui. Shiya ne manque pas une seconde, affirmant que les garçons durent aimer les filles sexy, mais Nagumo lui donne une leçon de réalité, lui disant qu'elle ne vaut pas un clou comparé à YE. Sans se démonter, Shiya persiste, soulignant que ses melons sont supérieurs et les lui offrant comme une offre alléchante. Nagumo, essayant d'éviter le regard meurtrier de YE, se détourne prudemment tandis que YE prépare en silence la fin de Shiya. Après avoir échappé de justesse à la colère de YE, Shiya explique son histoire tragique, sa tribu a été exilée du territoire des hommes bêtes, et maintenant, ils ont des problèmes avec les monstres. Elle explique que c'est principalement parce qu'elle peut voir des futurs possibles, un pouvoir peu commun chez les hommes bêtes. Les autres hommes bêtes voulaient la tuer à cause de cela, mais sa tribu a cherché à la protéger, ce qui a mené à leur dilemme actuel, puisque les hommes lapins ne sont pas assez forts pour survivre seuls. Nagumo, aussi indifférent que jamais, sort le vélo qu'il a fabriqué dans le donjon pour la laisser derrière. Mais YE, dans un rare élan de patience, suggère qu'ils aident Shiya, puisqu'elle peut les guider vers le grand arbre. Nagumo accepte, bien qu'il transforme immédiatement Shiya en appât à monstre pour son amusement, l'utilisant pour attirer les ennemis tandis qu'il les élimine. Lorsqu'ils atteignent le village des hommes lapins, Nagumo s'occupe des monstres qui les terrorisent. En guise de remerciement, Shiya se porte volontaire pour rejoindre Nagumo et YE dans leur voyage. Sans surprise, il la rejette immédiatement, Nagumo déclarant brutalement que son inutilité ne ferait que les ralentir. Tout le village, désespéré d'améliorer ses chances de survie, supplie Nagumo de les entraîner à la place. À contre-séure, il se met au travail, tandis que YE prend Shiya dans des séances d'entraînement qui consistent principalement à la battre sans pitié. Au fil du temps, cependant, Shiya s'améliore suffisamment pour réussir à porter un coup, ce qui est impressionnant compte tenu de la haine évidente de YE à son égard. Plus tard, Nagumo vérifie les progrès de Shiya, et YE admet à contre-séure que Shiya est étrangement forte. Shiya profite de l'occasion pour avouer qu'elle est tombée amoureuse de Nagumo, ce qui provoque la colère de YE. Avant qu'elle ne transforme Shiya en encas pour le prochain monstre qu'ils rencontreront, les autres hommes lapins annoncent qu'ils ont éliminé les menaces locales. Les anciens hommes bêtes dociles sont désormais une milice assoiffée de sang, prouvant que les méthodes d'entraînement de Nagumo peuvent être un peu trop efficaces. Les hommes lapins guident Nagumo et YE vers le grand arbre, où ils découvrent une pierre portant un design similaire à celui du labyrinthe d'Orku. En insérant l'anneau d'Orku, un message est activé, la porte ne s'ouvrira que pour quelqu'un possédant 4 symboles et le pouvoir de régénération. Ne répondant pas aux critères, Nagumo décide qu'ils vont d'abord nettoyer les 4 labyrinthes restants. Alors qu'ils se préparent à se séparer des hommes lapins, Shiya s'accroche à son rêve de rejoindre Nagumo et YE. Elle rappelle à YE leur accord précédent, forçant YE, malgré chaque fibre de son être hurlant non, à convaincre Nagumo de laisser Shiya les accompagner. Après avoir quitté la mer des arbres, notre trio chaotique se dirige vers les gorges de Reisen pour localiser le prochain labyrinthe. Avec une carte en main et aucun sens de l'orientation, ils se perdent jusqu'à ce que Shiya découvre l'entrée, purement par chance. Une tablette de pierre les accueille dans le labyrinthe de Melody juste au moment où Shiya, fidèle à elle-même, tombe dans une trappe. À l'intérieur, la voix de Melody commence à les narguer à travers la tablette de pierre, atteignant de nouveaux niveaux de désagrément. Ne supportant pas les moqueries d'une pierre, Shiya fracasse la tablette avec son marteau. Malheureusement, la voix de Melody persiste, prouvant que même la force brute de Shiya ne peut pas faire taire l'NPC la plus agaçante de l'univers. Alors qu'il navigue dans le labyrinthe, Shiya devient le bulldozer non officiel de l'équipe, écrasant des pièges à gauche et à droite. Malgré son enthousiasme, ils finissent par tourner en rond, revenant dans la même pièce plus de fois que Nagumo ne peut en compter. De retour dans le royaume, Yuka tente de convaincre ses camarades, qui se sont bien installés dans la ville des Lâches, de rejoindre le groupe d'Echo, puisqu'ils ne comptent pas entrer dans le donjon de toute façon. Déterminé à ne pas rester sur la touche, Yuka se prépare à passer à l'action. Pendant ce temps, à l'intérieur du labyrinthe de Melody, nos héros tombent enfin sur une porte massive, convaincus qu'elle mène à la tanière de Melody.
Mais d'abord, ils doivent se battre contre une horde d'armure, avec Shia qui écrase et Nagumo qui tire pour atteindre la ligne d'arrivée. Lorsqu'ils éclatent la porte, ils sont accueillis par une immense armure prétendant être Melody. Nagumo, n'y croyant pas, souligne qu'Orku avait mentionné que Melody était morte. L'armure insiste, affirmant que c'est bien elle, et demande pourquoi ils cherchent de la magie ancienne. Nagumo explique qu'il a été attiré dans leur monde et qu'il veut juste rentrer chez lui. Melody, aussi utile qu'une énigme dans une salle piégée, refuse de confirmer si elle possède la magie dont il a besoin. Naturellement, le groupe décide que la violence est la solution. Malgré leurs meilleurs efforts, ils peinent à infliger des dégâts réels à l'armure, qui réplique en lâchant une véritable tempête de boîtes flottantes. Alors que le chaos s'installe, Nagumo crée une ouverture pour que YE puisse se faufiler derrière et attaquer, tranchant dans l'armure. Melody rit simplement, soulignant que son armure peut se régénérer plus vite que Shia ne peut balancer son marteau. Refusant d'abandonner, Nagumo utilise ses forêts pour maintenir l'armure en place, et Shia la fracasse avec son marteau dans un rare moment de gloire. YE, impressionné par les progrès de Shia, lui demande de se pencher, pas pour quelque chose de bizarre, juste pour une tape de victoire, mais Shia se frotte dramatiquement le dos à la place, comme si elle portait le poids de l'équipe. Melody intervient, délivrant un avertissement cryptique sur les défis à venir et surnommant Nagumo le tueur de Dieu avant que son pouvoir ne s'estompe. Dans la pièce suivante, un autre corps de Melody leur accorde un anneau avec de la magie gravitationnelle, précisant que seul YE a les compétences nécessaires pour l'utiliser si elle s'entraîne suffisamment. Nagumo, n'étant jamais du genre à laisser passer une occasion, saisit la nouvelle Melody et la secoue comme une pinata, espérant obtenir plus de butin. Fidèle à sa nature de troll, Melody jette ses trésors à l'égout, les laissant les mains vides. Alors qu'il continue, Shia rencontre un poisson qui parle, ce qui submerge rapidement son petit cerveau, la faisant s'évanouir. Nagumo, intervenant à contre-séure en tant que sauveur, lui fait un bouche à bouche. Shia, naturellement, va trop loin, se réveillant et l'embrassant passionnément. Agacé et absolument fatigué de ses bêtises, Nagumo la propulse à travers la zone avec un coup de poing qui pourrait aussi bien l'envoyer sur la lune. Après cette péripétie ridicule, le trio se dirige vers une auberge. Nagumo, clairement épuisé, demande une chambre ou plutôt 3 chambres, car il n'est pas en quête de plus de drame ce soir. YE, cependant, a d'autres plans, suggérant que Shia prenne une chambre séparée pour qu'elle et Nagumo puissent profiter de temps privé. Shia proteste, impudente comme toujours, insistant pour rester avec lui aussi, et les trois continuent à se disputer jusqu'à ce que Shia dise quelque chose d'un peu trop embarrassant, ce qui met Hajime en colère contre elle. Le lendemain, le trio rencontre Chang, le chef d'une guilde d'aventuriers, qui les traque avec toute la persistance d'un vendeur à porte. Chang leur propose une mission, le fils du comte Seta et son groupe ont disparu, et ils doivent être secourus. Nagumo, prévisible et désintéressé par le rôle de héros, refuse catégoriquement, mais Chang, qui n'abandonne jamais facilement, adoucit l'offre, promettant une grosse récompense et offrant de soutenir le groupe en cas de futur ennui. Ce n'est que lorsque Chang mentionne les plaques de statut et propose de les aider sans condition que Nagumo, à contre-séure, accepte, car rien ne motive plus que la vieille méthode de la corruption. Avant de s'attaquer à la mission, Nagumo décide de faire un détour important vers un village producteur de riz nommé Or, car le riz passe avant les aventuriers disparus. Pendant ce temps, Echo mène son groupe de fermiers héros dépareillés, incluant Yuka et les autres rejetés du labyrinthe, pour établir des fermes de riz. Alors qu'ils font une pause dans leur journée et profitent d'un repas, Echo s'inquiète de Shimizu, qui est porté disparu depuis une semaine. L'aubergiste les informe de manière inquiétante que ce pourrait être leur dernier repas en raison des retards de livraison de fournitures à cause des troubles dans les montagnes, mais il laisse entendre que de l'aide est en route. Entre alors Nagumo, YE et Shia, entrant dans l'auberge comme s'ils en étaient les propriétaires. Echo reconnaît immédiatement Nagumo et se précipite vers lui, lui posant une série de questions sur sa transformation en Lord des Ténèbres et pourquoi il n'est pas retourné auprès de ses camarades. Nagumo, dans sa mode habituelle, répond par des réponses vagues qui ne font qu'empirer les choses. C'est alors que le prince charmant entre en scène, incapable de résister à l'envie de s'immiscer dans le drame. Le prince se dirige en trombe vers la table de Nagumo, plein d'indignation morale, et a l'audace d'appeler Shia une véritable centrale énergétique sale. Mais lorsqu'il menace YE, Nagumo craque. Avec un tir d'avertissement qui fait taire toute la pièce, Nagumo fait clairement savoir que sa patience a officiellement atteint sa limite. Ses anciens camarades restent sous le choc, se demandant comment le Nagumo calme et insignifiant qu'ils connaissaient est devenu un seigneur des ténèbres avec une arme. Pendant ce temps, Yuka se souvient comment il lui a sauvé la vie dans le labyrinthe, recomposant silencieusement le puzzle. Après avoir terminé son repas avec le genre de flair dramatique que seul Nagumo sait faire, il prévient tout le monde de ne pas se mettre en travers de son chemin sous peine de subir les conséquences, puis quitte l'auberge avec YE et Shia. Echo, plus déterminé que jamais, jure de ne pas abandonner. Plus tard, Nagumo rencontre Echo en privé pour lui donner un exposé monumental. Il explique l'histoire ancienne de leur monde, un cycle sans fin de guerre entre les humains, les démons et les beastmen, toutes orchestrées par un dieu manipulateur. Un groupe de libérateurs, plus tard surnommés les Mavericks, s'est rebellé contre le dieu et a créé les labyrinthes pour donner aux conquérants le pouvoir de se défendre. Nagumo, cependant, fait clairement savoir qu'il n'est pas intéressé par le rôle du élu. Il ne nettoie les labyrinthes que pour trouver un moyen de rentrer chez lui.
Avant de partir, il balance une bombe, l'un des étudiants l'a attaqué intentionnellement, et Eko devrait prévenir Kaori et les autres de rester vigilants. Le lendemain, alors que Nagumo, YE et Shiya se préparent à partir, ils sont interceptés par Eko et les autres étudiants, qui insistent pour les accompagner. Après une vive altercation, Nagumo conclut un marché, il emmène Eko à condition qu'elle promette de se retirer une fois qu'elle aura les réponses qu'elle cherche. Sur ce, il fait apparaître une voiture comme un chauffeur Uber de donjon, et le groupe part pour leur nouvelle aventure chaotique. En montant la montagne, Eko partage ses préoccupations concernant la disparition de Shimizu. Nagumo, avec sa nonchalance caractéristique, la rassure d'un ton désinvolte, lui disant qu'il va probablement bien, et elle s'endort immédiatement sur son bras. Il est clair que son charisme en tant que compagnon de lit a évolué depuis le labyrinthe. Une fois arrivé en haut de la montagne, Nagumo libère ses drones de localisation humaine, qui se dirigent rapidement vers des restes brûlés de matériel d'aventure. Le groupe enquête et tombe sur un gigantesque cratère avec des traces laissées par quelque chose de gros. En suivant la piste vers le haut, ils arrivent devant une cascade, où ils sentent une présence humaine. YE, toujours la MVP, crée un chemin à travers l'eau, révélant Will le seul survivant d'un affrontement avec un dragon noir. Will, complètement convaincu qu'il est trollé et inutile pour avoir été épargné, commence à sombrer dans l'Autriche-Pity. Nagumo, qui ne craint jamais de ne pas ménager les gens, lui dit d'arrêter de se lamenter et d'honorer les morts en continuant à vivre. Juste au moment où le groupe commence à se demander comment Will a bien pu arriver jusque-là, le sol commence à trembler, et le dragon noir fait irruption sur la scène, se présentant par un souffle de feu. Nagumo, prenant exemple sur The Rising of the Shield Hero, bloque l'attaque avec un bouclier. YU réplique avec calamité céleste, et Shiya frappe son marteau avec l'enthousiasme de quelqu'un qui essaie d'impressionner son crush. Malheureusement, le dragon se contente de hausser les épaules, ne réagissant qu'à peine. Lorsque le dragon contre-attaque, il envoie Shiya voler dans la mer. Pendant que YE et Nagumo continuent leur assaut, le dragon décide que le visage peu attractif de Will est la véritable menace et le cible. YE intervient juste à temps, prouvant une fois de plus qu'elle est la seule à décider qui vit et qui meurt ici. Les autres étudiants, essayant d'aider, lancent des attaques qui sont aussi efficaces que des nouilles molles. Frustré, Nagumo ordonne à Eko de ramener tout le monde en arrière et de se cacher derrière YE, le laissant gérer le dragon en solo. Il sort un pistolet qui égalise la puissance du dragon et le frappe au sol. Pas content de simplement tirer, Nagumo donne un coup de poing dans le ventre du dragon, le bombarde de grenades assommantes, et esquive ses contre-attaques avec le flair de quelqu'un qui se montre pour un recruteur de talent. Alors que le dragon commence à se fatiguer, Nagumo le lance en l'air et invoque un outil pour le maintenir au sol. Mais ce n'est pas un dragon de type cartoon du samedi matin, c'est un dragon noir, donc il se libère et se jette à nouveau sur Will, car apparemment, il a une vendetta personnelle contre les visages malchanceux. Cette fois, Shiya intervient et porte un dernier coup écrasant, marquant officiellement la défaite du dragon. Victoire assurée, Nagumo utilise son outil pour réveiller le dragon, et à la surprise générale, il commence à parler. Naturellement, Nagumo exige des réponses, lui demandant s'il est un dragonborn. Le dragon, toujours coincé, confirme qu'il l'est et promet d'expliquer tout une fois que Nagumo aura retiré l'outil. Au lieu de cela, Nagumo l'enfonce davantage, déclenchant quelques bruits intéressants de la part du dragon. Finalement, le dragon craque, il était contrôlé mentalement par un homme mystérieux qui l'a envoyé éliminer Will et son groupe. Nagumo, toujours suspicieux, est prêt à l'achever, mais YE fait remarquer que les Dragonborn sont trop fiers pour mentir. Le dragon, maintenant complètement transformé en sa forme humaine, se présente sous le nom de Tio et implore pour sa vie, affirmant qu'elle veut aider à arrêter l'homme qui la contrôlait. Nagumo, se conformant à sa règle de ne pas tuer ceux qui se rendent, accepte de la laisser en vie. Tio informe le groupe qu'une armée de 60 000 monstres approche d'or. Nagumo, confirmant les informations avec ses drones, déclare calmement que son seul travail est de ramener Will en sécurité, laissant le reste du problème à quelqu'un d'autre. Tio, trop épuisée pour marcher, est traînée derrière Nagumo, ayant l'air beaucoup trop contente de son traitement. De retour en ville, Eko supplie Nagumo de l'aider à repousser l'armée de monstres qui approche. Après quelques roulements des yeux et probablement un ou deux soupirs internes, il accepte à contre-séure, aidant les habitants avec les préparatifs et les plans d'évacuation. Alors qu'il supervise le chaos, Nagumo aperçoit un homme mystérieux rôdant, mais n'a pas le temps d'enquêter. Eko, toujours optimiste et pleine d'espoir, lui dit de revenir sain et sauf. Alors qu'ils attendent l'arrivée de l'armée de monstres, Yuka s'approche de Nagumo pour le remercier de l'avoir sauvé pendant le fiasco du labyrinthe. Fidèle à lui-même, Nagumo balaie la remarque en lui disant de ne pas mourir un sentiment à la fois pratique et dédaigneux. Pendant ce temps, Tio, ne manquant jamais une occasion de flirter dans les situations les plus inappropriées, propose de rejoindre Nagumo dans son voyage. Il la rejette, ce qui ne fait qu'attiser son enthousiasme bizarre. Elle jure de prouver sa valeur pendant la bataille, ajoutant même une offre d'elle-même, mais Nagumo fait comme s'il ne l'avait pas entendu. Lorsque l'armée de monstres finit par apparaître, Nagumo prononce un discours enflammé aux habitants, leur assurant qu'ils ne peuvent pas perdre avec Eko, la déesse de l'abondance, menant l'attaque. La foule acclame, bien que leur chance reste aussi sombre que jamais. Une fois la bataille lancée, Nagumo et Shiya déchaînent une pluie de feu tandis que YE et Tio bombardent l'ennemi avec des sorts.
Malgré leurs efforts, la quantité de monstres semble à peine diminuer. Lorsque la marée de la bataille devient plus sombre, l'anneau de Tio se brise et elle s'effondre d'épuisement. Nagumo, à court de balles, charge dans la mêlée avec Shia, déterminé à trouver et confronter l'homme qui contrôle les monstres. Ils se fraient un chemin à travers la horde, laissant une traînée de destruction, et finissent par coincer l'homme masqué. Nagumo, pas du genre à faire de longs monologues, tire immédiatement sur le loup de l'homme avant qu'il ne puisse s'échapper et le traîne de retour en ville. Lorsqu'ils reviennent, Eko identifie l'homme masqué comme étant Shimizu, son étudiant disparu. Shimizu, dans une confession désespérée et mal pensée, admet qu'il s'est allié au démon pour attaquer Or, espérant que cela lui vaudrait des éloges et de la reconnaissance. Son grand plan, cependant, n'avait pas prévu la capacité de Nagumo à anéantir sans effort une armée de 60 000 monstres. Alors qu'Eko tente de raisonner avec lui, Shimizu la saisit et menace de la poignarder avec du poison, à moins que Nagumo ne lui remette toutes ses armes. Nagumo, peu impressionné, refuse de négocier. Avant que les choses n'escaladent, Shia se précipite pour sauver Eko mais est frappé par l'attaque d'un monstre lointain. Nagumo se précipite aux côtés de Shia, l'eau bénite en main, mais Shia insiste pour qu'il s'occupe d'Eko en premier. Dans un moment qui ne manquera pas de faire naître des rumeurs, Nagumo administre l'eau bénite à Eko avec un baiser, la guérissant tout en la perturbant. Eko se réveille juste à temps pour voir Shimizu, maintenant gravement blessé, supplier pour des médicaments et jurer fidélité à Nagumo. Immuable, Nagumo met fin à Shimizu avec 2 balles, déclarant qu'il ne donne pas de seconde chance, et l'efficacité brutale de sa décision ne laisse aucune place au débat. Sur le chemin du retour, Will demande pourquoi Nagumo a tué Shimizu alors qu'il était déjà à l'agonie. Nagumo explique qu'il l'a fait pour épargner à Eko ce fardeau, lui permettant de continuer à être la bonne enseignante qu'elle aspire à être. Le lendemain, une paire d'esclavagistes tombe sur une enfant peinte sur un mur et planifie joyeusement de la vendre aux enchères. Pendant ce temps, Nagumo ramène Will en toute sécurité à Chang, qui tient enfin sa parole en fournissant au groupe des plaques de statues. Une fois cela réglé, l'équipe s'installe dans une chambre, où Nagumo prend son rôle habituel de garde de nuit ténébreux, promettant de finir n'importe qui oserait les poursuivre. Parce que rien ne dit hospitalité comme des menaces de mort décontractées. Alors que le groupe s'installe, Tio se remémore les derniers mots de son père, leur ennemi est le dieu de leur monde, et un jour, un être puissant s'élèvera pour le défier. Il est clair que Nagumo correspond au profil, bien qu'il soit moins un élu et plus un anti-héros réticent avec un doigt sur la gâchette. Dans le présent, Shia convainc Nagumo de lui faire une visite de la ville. Il visite un aquarium, où Nagumo rencontre un poisson qui parle et qu'il aime immédiatement plus que Shia, probablement parce que le poisson ne flirte pas avec lui à chaque occasion. Le poisson se plaint d'être retenu contre son gré, alors il le libère. Avant de s'échapper, il les informe d'une enfant peinte sur un mur qui a été amenée avec lui. Intrigués, Nagumo et Tio retournent en ville, sentant une présence faible en dessous. Pendant ce temps, YE, toujours imperturbable, confie à Tio qu'elle est d'accord avec un trio parce qu'elle est naturellement soumise. De retour dans les égouts, Nagumo et Shia découvrent l'enfant peinte sur le mur et la ramènent en ville. La fille se réveille, se présente sous le nom de Miyu, et explique son histoire tragique, elle a été séparée de ses parents et capturée par des esclavagistes. Nagumo, dans son style habituel froid, prévoit de la confier à la garde de la ville, malgré ses supplications en larmes pour rester avec eux. Les pleurs de Miyu n'ont aucun impact sur l'armure émotionnelle de Nagumo, et il la confie sans hésitation. Alors qu'il s'apprête à partir, une explosion secoue la zone. Nagumo revient pour découvrir que Miyu a été recapturé par les esclavagistes, qui ont laissé un message moqueur exigeant Shia en échange de la fille. Cela ne fait pas peur à Nagumo, ça l'excite, car il a enfin une excuse pour tirer sur quelqu'un. Rassemblant YU et Tio, il leur explique la situation, et ils se séparent pour démanteler les gangs d'esclavagistes qui terrorisent la ville. En chemin, ils libèrent d'autres enfants kidnappés, transformant leur ravage en une sorte d'effort humanitaire. Nagumo finit par retrouver Miyu à la maison de vente aux enchères, où il la sauve avant de l'emmener à un point de vue. De là, le groupe détruit systématiquement les repères des esclavagistes, laissant une traînée de décombres et de justice sur leur passage. Une fois la poussière retombée, Nagumo présente Miyu à YU et Tio. Clairement éprise de son sauveur grincheux et rapide à dégainer, Miyu déclare que Nagumo est son nouveau papa. Le groupe retourne à Darod, où il rencontre Loabawavi, un sceptique qui trouve leur rapport de Chang un peu trop tiré par les cheveux. Soudainement, Andu, un ancien camarade de classe de Nagumo, entre dans la pièce en courant, l'air d'avoir couru un marathon dans un film d'horreur. Il signale la présence d'un démon dans le labyrinthe et reconnaît immédiatement Nagumo, le suppliant pratiquement de l'aider. Moment de flashback, les camarades, après avoir atteint enfin le 90e étage, ont rencontré un démon qui leur a offert un choix, la rejoindre ou mourir. Naturellement, ils ont choisi l'option héroïque, refusant son offre, pour se faire immédiatement attaquer par ces monstres invisibles. Shizuku et Suzu ont pris le plus gros de l'attaque jusqu'à ce que Kaori lance un sort de guérison qui a révélé les monstres. Ils ont lancé une contre-attaque, mais ont rapidement été submergés car le démon guérissait ces créatures sur place, prouvant qu'elles jouaient un tout autre jeu. La situation devenant de plus en plus critique, Shizuku a dit à Andu de s'éclipser discrètement pour trouver le capitaine Meld et apporter des renforts. Pendant ce temps,
le démon a insisté, demandant à Koki de la rejoindre à nouveau. Il a refusé, parvenant finalement à abattre un monstre, mais elle a riposté avec un nuage de fumée qui criait mécanique de combat de boss. Suzu a lancé une barrière pour protéger le groupe, mais un monstre a apparemment spawné à l'intérieur de la barrière, la poignardant et brisant leur défense. La fumée a avancé, pétrifiant les jambes de Suzu avant que Koki ne la chasse. Dévasté, Koki est tombé à genoux, déclarant qu'il ne pouvait plus fuir, car le démon avait éliminé leur ami. Shizuku, excédé par son mélodrame, lui a donné une claque pour le ramener à la réalité. Ailleurs, Andu est parvenu à atteindre le capitaine Meld au 7e étage, racontant à bout de souffle la situation, juste avant qu'un monstre ne le suive. Le capitaine Meld, dans un pur style héroïque, a envoyé Andu avertir les étages supérieurs tout en se préparant à gérer la menace. Un peu plus tard, Andu supplie maintenant Nagumo de sauver ses camarades. Dans le labyrinthe, les camarades ont réussi à s'échapper mais étaient dans un état lamentable. Koki, déjà incertain, a suggéré qu'ils se rendent. Eri, soutenant la motion, a déclaré qu'ils allaient tous mourir de toute façon s'ils continuaient à fuir. C'est alors qu'un capitaine Meld ensanglanté est apparu, prononçant ces derniers mots, « Faites tout ce qu'il faut pour survivre ». Quelques instants plus tard, le démon est apparu et l'a immédiatement achevé. Poussé par la rage, Koki a lancé son coup ultime, traversant les monstres et portant un coup solide au démon, mais, apparemment ayant suivi un cours d'hésitation, il n'a pas pu la finir. Sans signe une opportunité, le démon a invoqué un autre monstre, l'envoyant voler à travers le champ de bataille tel une poupée désarticulée. En surface, Andu continuait de supplier Nagumo, qui hésitait mais était hanté par les souvenirs de Kaori, Yuka et Eko. Enfin, il prit sa décision. Dans le labyrinthe, le chaos régnait, et Kaori a manqué de mana en essayant de sauver le capitaine Meld, tandis que Shizuku combattait courageusement pour repousser les monstres, avant d'être jeté de côté comme une figurine d'action abandonnée. Kaori s'est précipité à ses côtés, miraculeusement protégée par Suzu, qui s'est avérée être vivante malgré ses blessures antérieures. Mais la barrière ne pouvait pas tenir indéfiniment, et les monstres ont percé, laissant le groupe se préparer à leur fin. C'est alors, de nulle part, qu'un énorme outil a frappé le monstre, l'anéantissant instantanément, et Nagumo fit son entrée en grande pompe. Les étudiants sont complètement sidérés lorsqu'ils voient Nagumo entrer dans le chaos comme un héros d'action. Son groupe le suit de près, et il prend immédiatement les commandes, leur ordonnant de protéger ses camarades et de nettoyer les monstres pendant qu'il affronte le démon. Lui offrant une chance de fuir, Nagumo donne au démon un billet aller simple pour sortir. Elle ricane, affirmant qu'il vient de marcher dans l'enfer. Impassible, Nagumo déclare qu'elle est son ennemi et se jette directement dans la bataille. Attrapant un monstre dans les airs, il le jette à travers la pièce avant de décharger une pluie de balles sur toutes les créatures que le démon envoie vers lui. Ses camarades regardent, la bouche pratiquement pendante, tandis que Nagumo s'élance dans les airs, lance des grenades et enchaîne avec des tirs qui effacent instantanément l'opposition. Juste à ce moment-là, un énorme monstre tortue ninja apparaît, lançant des blasts d'énergie vers lui. Nagumo, avec calme, dévie l'attaque avec son bouclier, renvoyant l'attaque directement vers le démon. Koki, visiblement secoué, demande à Andu qui est ce fou absolu. Lorsqu'Andu révèle qu'il s'agit en fait de Nagumo, Eyama manque de s'effondrer, se souvenant qu'il était celui qui avait lancé l'attaque déviante qui avait envoyé Nagumo dans les profondeurs du labyrinthe. Il peine à comprendre ce glow-up terrifiant, marmonnant de l'incrédulité, mais YE le ferme rapidement, lui disant de laisser Nagumo faire. Comme sur commande, des monstres se précipitent vers les étudiants, mais YE les piège dans une boule tournoyante d'obscurité avec son dark firmament. Chia entre ensuite en scène, anéantissant un autre groupe de monstres avec son marteau. Pour ne pas être en reste, Tio libère sa puissance, réduisant ses cibles en cendres. Le démon, désespéré, envoie un serpent de Baltimore ramper vers Shizuku et Kaori. Nagumo lance décontracté une épée à Shizuku, qui l'utilise pour trancher le serpent en morceaux. Se rendant compte qu'elle perd du terrain, le démon libère son coup ultime, invoquant un nuage sombre qui semble annoncer la fin de Nagumo. Tout le monde retient son souffle, sauf Miyu, qui crie papa. Dans un moment de détresse, provoquant une vague hilarante de jalousie chez Kaori. Quelques instants plus tard, Nagumo émerge indemne, comme pour dire « c'est tout ce que tu as ». Il interroge le démon sur la source de son pouvoir et déduit que quelqu'un avec de la magie ancienne doit lui avoir donné. Alors que le démon accepte son destin, elle avertit Nagumo que son amant viendra pour se venger. Avec du sang-froid, Nagumo promet d'envoyer son amant la retrouver dans l'au-delà. Elle implore pour sa vie, mais Nagumo met fin à ses jours sans hésitation, laissant Yama se mouiller une fois de plus. Après la bataille, Chia rapporte qu'elle a soigné le capitaine Meld avec succès. YE se précipite vers Nagumo pour un moment romantique obligatoire, mais les camarades s'approchent aussi. Kaori le remercie de les avoir sauvés et s'excuse de ne pas avoir tenu sa promesse de le protéger, se jetant dans ses bras. Cela, bien sûr, met YE et Chia dans une rage folle, qui peuvent à peine tolérer de le partager comme ça. En sortant du labyrinthe, un homme nommé Koki remet en question Nagumo, l'accusant de cruauté inutile en tuant le démon. Nagumo l'ignore, rétorquant qu'il n'est pas faible comme Koki et qu'il termine ce qu'il commence. Il précise ensuite qu'il a seulement aidé parce qu'il le devait à Kaori, ce qui lui vaut un regard mortel de la part de YE.
À la surface, Kaori confesse son amour pour Nagumo, déclarant hardiment qu'elle veut rester à ses côtés même en tant que pièce rapportée. YUE, toujours l'alpha, permet cela avec un sourire en coin, planifiant clairement de remettre Kaori à sa place. Kaori relève le défi, confiante de pouvoir voler le cœur de Nagumo à ce qu'elle appelle une vieille routière. Nagumo, totalement indifférent au drame, dit au groupe qu'ils partent le lendemain. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde se détend, Koki tente d'empêcher Kaori de partir avec Nagumo, mais Shizuku le remet à sa place avec un occupe-toi de tes affaires. Le lendemain matin, Kaori dit ses adieux en larmes et rejoint le groupe de Nagumo, déterminé à faire ses preuves. En s'éloignant, la rivalité entre YUE et Kaori commence officiellement. De retour dans le royaume, Ishtar informe le roi du retour des héros et des éternelles manigances des démons. La princesse Lily, visiblement stressée, se redresse lorsqu'un serviteur annonce leur arrivée. Elle se précipite pour les accueillir et est ravie de voir Shizuku et les autres camarades, visiblement soulagés qu'ils ne soient pas tous devenus des encas pour monstres. Elle apprend que les soi-disant rejetés des héros ont beaucoup entraîné pendant que les autres s'aventuraient dans le labyrinthe. Cependant, lorsque Lily demande des nouvelles de Kaori, Shizuku lâche l'info, révélant que Kaori a déserté du côté de Nagumo, totalement captivé par son incroyable transformation. Naturellement, cette révélation laisse Koki bougon comme un enfant qui vient de perdre son jouet préféré. Lily, toujours curieuse, souhaiterait pouvoir voir Nagumo par elle-même, mais Shizuku la met en garde, plaisantant en disant que Nagumo a déjà trop d'admiratrices, ce qui signifie qu'il n'y a plus de place dans le fan club de Nagumo. Pendant ce temps, Nagumo et son équipe bravent le désert, avec Kaori et YUE enfermés dans une nouvelle dispute sur celui que Nagumo préfère. YUE gagne facilement le débat en montrant ses compétences supérieures, laissant Kaori loin derrière. Leur querelle est interrompue lorsque Tio leur signale une horde de vers de sable géants devant eux. Étrangement, les créatures hésitent à attaquer jusqu'à ce qu'un d'entre eux surgisse juste devant eux, déclenchant le chaos inévitable. Dans la confusion, Kaori essaie d'attirer l'attention de Nagumo, mais le groupe la ligote pour éviter qu'elle ne soit une distraction. Nagumo prend la scène, libérant son arsenal et fauchant les vers de sable avec facilité, nettoyant le chemin comme une véritable machine de destruction. Alors que la poussière retombe, ils aperçoivent un homme allongé au milieu de la route, paraissant complètement hors de place. Kaori, toujours la prêtresse dévouée, vérifie son état et diagnostique un excès de mana, ce qui est en gros de l'indigestion magique sur stéroïdes. Elle lance un sort pour le stabiliser temporairement, mais prévient que ce n'est qu'un dépannage rapide. Lorsque l'homme se réveille et voit Kaori, il suppose qu'il est au paradis. Nagumo, n'en ayant rien à faire, marche calmement sur lui, lançant la réplique classique « Trouve-toi ta propre fille ». De retour dans le camion, l'homme se présente comme Bizet, fils du duc d'Ankaji. Il explique que sa ville est en crise, révélant qu'une fièvre mystérieuse frappe son peuple et que l'approvisionnement en eau est contaminé par un poison qui cause un excès de mana. Entendant cela, Nagumo accepte étonnamment d'aider à trouver un remède dans le volcan Jaran. Pendant ce temps, dans le royaume de Garland, Fred a une réunion stratégique avec son subordonné, Michael. La dernière mission de Fred a échoué, à cause d'un irrégulier qui a anéanti toute leur armée. Humilié mais non découragé, Fred jure de se rendre lui-même au volcan Jaran pour obtenir le pouvoir d'un dieu au service de leur roi. Lâchant Michael en charge, Fred part, alimenté par la vengeance et prêt à affronter les irréguliers qui ont osé gâcher ses plans diaboliques. Lorsque l'équipe arrive à Ankaji, ils sont accueillis par le duc, qui implore leur aide comme tous les autres habitants de sa ville. Kaori et Shiya se mettent immédiatement au travail pour s'occuper des malades, tandis que Nagumo et les autres se dirigent dehors pour résoudre les problèmes à haute intensité. YUE, flexant sa magie azur, creuse un immense trou dans le sol, et Nagumo le borde comme un entrepreneur avec un ensemble de compétences surpuissantes. YUE termine les choses avec de la magie de vagues déferlantes, créant un lac frais pour les habitants de la ville. Bien sûr, la magie a son prix. Épuisé par tous les sorts, YUE se tourne vers sa méthode de recharge préférée, grignoter sur Nagumo. Cette fois, elle s'assure d'avoir un peu plus d'action devant Tio et Miyu, qui regardent la scène se dérouler avec un mélange de choc et d'envie. Après que les habitants leur ont montré l'oasis, l'œil démoniaque de Nagumo commence à vibrer, et il suspecte qu'il y a quelque chose de louche caché dessous. En demandant au duc des informations sur des artefacts, il apprend qu'ils sont tous à l'extérieur de l'oasis, ce qui ne fait qu'approfondir ses soupçons. Fidèle à sa méthode de faire exploser d'abord, poser des questions ensuite, Nagumo lance plusieurs grenades dans l'eau, ce qui invoque immédiatement un cauchemar tentaculaire. Alors que les énormes appendices s'attaquent, Nagumo règle le problème avec son arme tandis que YUE et Tio s'occupent des restes. Finalement, Nagumo repère un cristal de mana à l'intérieur du monstre gélatineux et l'anéantit d'un tir, éliminant ainsi la menace. Malheureusement, l'eau reste polluée. Tio assure à tout le monde que l'eau se clarifiera avec le temps grâce au flux d'eau fraîche. Lorsque le duc se demande ce qui aurait pu provoquer l'apparition d'un tel monstre dans la zone, Nagumo pointe les démons comme les coupables probables, à la grande surprise du duc. Avec leur travail terminé, l'équipe retourne à la ville, où le duc rassemble ses gens avec la nouvelle de l'eau propre. Place à la prochaine quête de Nagumo, extraire de la Steelstone du grand volcan gros. Kaori se porte volontaire pour rester avec Miyu afin de s'occuper des patients, mais Miyu déclenche un drame en demandant si Nagumo a l'intention de lui offrir quelque chose de spécial,
comme les cadeaux de YQE, et cela met immédiatement Kaori en mode interrogation FBI. L'équipe traverse ensuite le désert et arrive finalement au volcan. La chaleur les frappe durement, sauf Tio, qui semble trop à l'aise dans ces conditions brûlantes. À l'intérieur du volcan, ils découvrent que la plupart de la Steelstone a déjà été extraite, ce qui les force à aller plus profondément. En explorant, une explosion de feu se dirige vers eux, mais YQE utilise la séparation spatiale pour l'engloutir. Lorsque d'autres attaques enflammées arrivent, Nagumo fait une remarque sur faire goûter son outil à la créature, mais Shia intervient avec son marteau, la pulvérisant à la place. Il tombe sur une pièce lumineuse remplie de suffisamment de Steelstone pour que le voyage vaille la peine, mais décide de nettoyer le labyrinthe d'abord. Plus loin à l'intérieur, la chaleur commence à affecter tout le monde. YQE commence à dire des bêtises, ressemblant de plus en plus à Shia au fur et à mesure, et même Tio admet qu'ils ont besoin d'une pause. Nagumo crée une pièce de refroidissement tandis que YQE utilise sa magie de glace pour rafraîchir les lieux. Tio théorise que chaque labyrinthe sert un but spécifique d'entraînement, le labyrinthe Orcu se concentrait sur les combats de monstres, le labyrinthe Raysen testait les compétences en combat adaptatif, et le volcan Gros teste probablement les compétences en embuscade et en endurance. Nagumo tente de la prendre au sérieux mais se laisse distraire de manière hilarante par ses courbes, bien qu'il reste fidèle à sa reine plate autoproclamée. Plus tard, il traverse un lac de lave et arrive dans un dôme bordé de 100 pierres précieuses. Pensant avoir raté les gardiens, le groupe avance jusqu'à ce qu'une boule de feu fonce vers eux. Tio contre-attaque avec sa propre explosion de feu, mais une pluie de boules de feu tombe sur eux, les forçant à se disperser. Alors que YQE couvre Nagumo, un serpent de lave émerge du lac en fusion. Nagumo le abat d'un tir, mais 3 autres apparaissent, obligeant une retraite stratégique. Réalisation que les serpents ont probablement des cristaux de mana à l'intérieur, comme le monstre gélatineux à Ankaji, Nagumo sort un pistolet puissant pour les abattre rapidement et écraser les cristaux. Les filles se joignent à lui, et ensemble, ils éliminent les serpents. Mais lorsqu'ils réapparaissent, Shia remarque que les pierres précieuses du dôme correspondent aux serpents d'effet. En rassemblant les indices, l'équipe réalise qu'ils doivent détruire les 100 serpents pour terminer l'épreuve. Tio, toujours joueuse, suggère une récompense pour celui qui élimine le plus de serpents. YQE et Shia commencent à se disputer, mais concèdent rapidement, car elles ne sont pas de taille face à l'arsenal surpuissant de Nagumo. Il élimine méthodiquement les serpents restants, mais juste lorsqu'il termine, un énorme rayon d'énergie s'abat sur lui, le laissant gravement blessé. YQE utilise rapidement sa magie pour attraper Nagumo alors qu'il chute, le portant en toute sécurité et lui donnant désespérément de l'eau bénite. Malheureusement, c'est comme essayer de redémarrer un ordinateur portable avec un marteau, il reste insensible. Soudainement, Tio crie un avertissement et lance un sort de barrière juste à temps pour bloquer une attaque mystérieuse. YQE renforce la barrière avec la sienne alors que des explosions dévastent la zone environnante. Leur soulagement momentané est brisé lorsque Fred fait son entrée grandiose et maléfique, dirigeant une horde de dragons comme s'il passait une audition pour la couverture d'un album de métal. Déclarant son embuscade comme un succès, Fred s'émerveille de la façon dont Nagumo a survécu à un coup direct et demande avec arrogance combien de magie ancienne il a appris. Nagumo, retrouvant juste assez de force pour se lever, lui demande d'une voix groggy qui il est. Fred, toujours aussi théâtral, se présente comme l'apôtre de Dieu, ici pour délivrer la punition divine. Nagumo, imperturbable, le qualifie d'ennemi et se prépare à lui montrer ce qui se passe lorsqu'on interrompt la routine de son groupe. Malheureusement, le bouclier magique surpuissant de Fred annule toutes leurs attaques. Pour enfoncer le clou, Fred se téléporte derrière Nagumo avec son sort de faille cosmique et lance une explosion dévastatrice, que Nagumo parvient à peine à bloquer. Pendant que YQE et Tio repoussent la horde de dragons qui approche, Tio se souvient des derniers mots de son père, libérer son véritable pouvoir quand le moment sera venu. Nagumo, canalisant son étoile d'action intérieure, active l'Imi Break, se frayant un chemin vers Fred sous la couverture de ses boucliers croisés. Fred est sur le point de riposter quand Tio, dans sa véritable forme de dragon noir, fonce sur lui comme un train de marchandises. Fred, choqué de voir qu'un dragon noir est encore en vie, est entraîné dans un duel de dragons à part entière, les deux lançant leurs attaques de souffle dans un combat de domination enflammé. Fred tente d'interférer depuis son dragon blanc, mais Nagumo comble l'écart, tirant un coup perçant pour briser le bouclier et lançant une attaque de mêlée qui envoie Fred voler de son monture. Pendant ce temps, Tio prend le dessus sur le dragon blanc, mais il se retire pour se regrouper avec Fred. Malheureusement, le Limi Break de Nagumo se termine, le laissant blessé et tombant vers la lave en dessous. Tio fonce pour le sauver juste à temps, car apparemment, quelqu'un doit jouer le héros désigné lorsque Nagumo échoue. Fred, toujours sous l'effet de son énergie maléfique, nargue Nagumo, louant sa résilience mais déclarant que le sacrifice qu'il s'apprête à faire en vaudra la peine. Alors que Nagumo exige une explication, la lave commence à monter, et Fred, avec un sourire suffisant, révèle qu'il a détruit la pierre angulaire maintenant le volcan stable. Un classique des mouvements de seigneur maléfique. Pensant rapidement, Nagumo remet son anneau à Tio et lui ordonne de s'échapper par le toit. Étant la seule capable de survivre au piège, elle est leur meilleure chance d'avertir Ankaji. Avant de partir, Nagumo envoie un message à la ville, promettant d'honorer sa parole et de vaincre un jour Fred. Tio s'élève, luttant contre la horde de dragons tandis que YQE utilise sa magie pour détourner certaines des attaques.
La douleur que subit Tio supercharge ses statistiques, lui permettant de se libérer et de rejoindre un endroit sûr. Pendant ce temps, dans le palais, la princesse Lily erre dans les couloirs, hantée par les souvenirs de son père et de son conseil qui semble troublé et distant. Apercevant Shizuku en plein entraînement, elle l'interrompt pour annoncer de mauvaises nouvelles. Le château et l'église ont décidé que Koki devait devenir plus fort pour lutter contre les démons, et des rumeurs circulent selon lesquelles Nagumo pourrait être qualifié d'hérétique. Ailleurs dans la forêt, Eyama réfléchit à l'impossibilité que Nagumo soit encore en vie quand une voix familière l'appelle. Il se tourne, reconnaissant la silhouette, et remarque de manière cryptique qu'il n'y a plus de raison d'obéir à ses ordres maintenant que Nagumo est vivant. La mystérieuse femme le rassure, sous-entendant que Kaori peut encore être récupéré de Nagumo s'ils font le bon échange. Tio arrive enfin aux portes d'Ankaji, se transformant de nouveau en forme humaine. Kaori se précipite vers elle, remarquant immédiatement que Tio est seul et la bombarde de questions. Tio, visiblement épuisée, explique ce qui s'est passé et rassure Kaori en lui disant qu'elles reverront Nagumo. Alors qu'elles reprennent leur souffle, les deux décident d'aider Miyu à retrouver sa mère, Remia, car une quête secondaire est exactement ce dont elles ont besoin en ce moment. Pendant ce temps, quelques jours plus tard, Nagumo flotte sur un navire au milieu de nulle part, ressemblant à un survivant de naufrage avec une mauvaise attitude. YE prend des nouvelles, et Nagumo lui rapporte que le poison de la lumière brûlante est presque parti, mais il a encore l'air en mauvais état. Estimant qu'il est suffisamment remis, YE déclare qu'il est temps pour des activités extrascolaires. Les choses deviennent chaudes, mais les flashbacks de Nagumo de leur fuite dans la lave tuent l'ambiance. Il se souvient de la manière dont ils ont survécu de justesse lorsqu'une grande porte s'est soudainement ouverte pour eux, révélant un cercle magique qui leur a octroyé de la magie de contrôle de l'espace. Avec ce nouveau pouvoir, ils ont reçu un message de Gru, encourageant l'humanité à embrasser le libre arbitre. YE, toujours en quête de nouvelles acquisitions, prend la preuve de la conquête mais les avertit qu'ils ne peuvent pas encore utiliser la magie spatiale, c'est bien trop avancé. Nagumo mentionne alors, de manière décontractée, qu'il a construit un navire capable de nager dans la lave, parce que, bien sûr, il l'a fait. Grâce à la magie de barrière de YE, ils ont embarqué et ont réussi à s'échapper, mais les choses ne sont pas devenues plus faciles. Des créatures marines les ont attaqués, et lorsqu'ils ont manqué de munitions, YE est intervenu avec sa magie pour terminer le combat. Malheureusement, l'effort l'a laissé trop épuisé pour aider Nagumo, qui se remettait encore. Shiya, voyant son moment de gloire, s'est proposé comme la nouvelle collation pour YE. Dans le présent, YE se repose après la longue traversée, tandis que Shiya rejoint Nagumo pour manger. Le groupe se demande à haute voix où ils ont échoué quand soudainement, des fresques apparaissent et un étrange homme commence à les interroger. Nagumo, pas d'humeur pour les énigmes, frappe l'homme de côté avec un poisson, mettant fin à la conversation. Juste au moment où les choses se calment, Miyu tombe du ciel avec Tio et Kaori. Nagumo saute pour la rattraper, et l'équipage est enfin réuni. Après cela, il navigue vers Erizen, où Miyu retrouve émotionnellement sa mère, Remia. Le moment touchant est interrompu lorsque Miyu remarque la jambe blessée de Remia et promet que son papa réparera tout. Les autres mermen entendent cela et commencent à se disputer pour savoir qui est le papa de Miyu, et Hajime soulève Remia, l'emportant dans sa maison. À l'intérieur, Kaori commence à soigner la jambe de Remia mais note qu'il faudra quelques jours pour la restaurer complètement. Remia les remercie pour leur aide et leur demande pourquoi Miyu appelle Nagumo papa. Nagumo explique l'histoire, mais Remia va plus loin, lui offrant de devenir le véritable papa de Miyu, s'il est intéressé. Il la rejette sèchement, déclarant qu'il ne s'occupe pas des mères célibataires. De retour dans le royaume, Shizuku tombe sur Eko, et les deux se retrouvent. Shizuku lui demande comment Eko a réussi à se remettre de son expérience proche de la mort, mais Eko commence à devenir évasive. Il ne faut pas longtemps à Shizuku pour comprendre Nagumo a dû la sauver aussi. Eko le confirme à contre-séure et lâche une autre bombe, Nagumo a officiellement été qualifié d'hérétique, malgré ses protestations et ses efforts pour sauver tout le monde. Elle se confie à Shizuku en lui disant que quelque chose ne va pas avec les responsables du royaume, qui agissent de manière suspecte, et Eko révèle qu'elle doit s'adresser à toute la classe à propos de quelque chose d'important que Nagumo lui a dit. Quelques jours après avoir quitté temporairement Erizen, le groupe se fixe sur le labyrinthe des Mélusines. Nagumo devient un homme possédé, cherchant sans relâche jour et nuit. Un soir, Kaori tente de passer du temps seul avec lui lors d'un coucher de soleil pittoresque, espérant un moment romantique. Malheureusement pour elle, YE intervient comme d'habitude, ne voulant pas laisser son homme s'éloigner dans les bras de quelqu'un d'autre. Peu après, le reste du groupe les rejoint, ruinant complètement l'ambiance que Kaori espérait créer. Nagumo a alors une idée pour trouver le labyrinthe sous-marin, sortant la preuve de conquête du dernier labyrinthe. Lorsque la lumière de la lune frappe l'artefact, il émet un faisceau lumineux qui pointe commode le chemin. Ils montent à bord de leur navire fidèle et suivent la lumière jusqu'à ce qu'un mur s'ouvre et les aspire. Le mouvement soudain déséquilibre tout le monde, mais le navire se stabilise rapidement. Sensing some omino red and black magic, Nagumo doesn't hesitate to fire of his shiny new weapon, clearing the path forward. Finalement, ils atteignent un autre cercle magique. Nagumo utilise l'artefact pour ouvrir une porte menant à une zone agréablement sèche. Abandonnant le navire, ils explorent à pied, rencontrant rapidement des monstres que Nagumo écarte d'un air suffisant en les qualifiant de trop faibles pour les standards du labyrinthe.
Évidemment, cela revient le hanter lorsqu'un monstre de gelée violette apparaît, imperméable aux coups de marteau de Chia. YU installe un sort de barrière tandis que Tio essaie sa magie du feu, mais YU remarque que la gelée semble dissoudre tout ce qui est magique. Alors que la gelée commence à se transformer, Nagumo et Chia essaient de la tirer, mais leurs attaques sont tout aussi inutiles. Avec le monstre qui se rapproche, Kaori prend en charge la protection tandis que YU et Tio lancent tout ce qu'elles ont contre lui. Rien ne fonctionne. Nagumo repère un écart dans le sol et l'élargit rapidement, permettant au groupe de s'échapper sous l'eau. Cependant, le courant les sépare, forçant Nagumo à choisir entre sauver YU ou Kaori. Sans surprise, il choisit celle avec la plus grosse poitrine. Plus tard, Nagumo et Kaori échouent sur une plage isolée. Lorsque Kaori lui demande pourquoi il l'a choisi, Nagumo explique que YU est suffisamment forte pour se débrouiller seule, contrairement à Kaori, qui a besoin d'être protégée. Au lieu de se sentir flatté, Kaori sombre dans la jalousie, souhaitant pouvoir gagner le même niveau de confiance que YU. Nagumo, toujours aussi réaliste, lui dit de se ressaisir, car ils sont toujours dans un labyrinthe. Alors qu'ils continuent à explorer, ils tombent sur l'épave effrayante d'un navire de guerre. Sans avertissement, ils sont aspirés dans une illusion tout droit sortie de Pirates des Caraïbes. Réalisant que les illusions peuvent être perturbées par des attaques magiques, ils réussissent à repousser l'assaut fantomatique. Cependant, l'équipage ennemi les entoure rapidement, déclarant leur dévotion à une déesse et jurant de vaincre les intrus. Kaori théorise que détruire tous les navires pourrait mettre fin à l'illusion. Nagumo, prenant sa suggestion au sérieux pour une fois, se met au travail et abat efficacement la flotte. Après cela, Kaori se demande à haute voix de quoi il s'agissait. Nagumo suppose que le labyrinthe recréait une guerre orchestrée par un dieu fou, montrant la tragédie que de telles interventions divines peuvent causer. Kaori, submergé par la pensée de toutes ses vies perdues, se sent mal et s'excuse pour sa réaction. Nagumo, imperturbable, lui dit que cela ne le dérange pas, expliquant qu'il a traversé l'enfer mais a survécu grâce à YU. Cela rend Kaori de nouveau jalouse, ce qui pousse Nagumo à lui rappeler brutalement qu'il aime YU. Si elle ne peut pas gérer ça, elle devrait probablement reconsidérer sa présence. Pendant ce temps, de retour dans le royaume, Echo se dirige vers une rencontre avec les élèves lorsqu'elle est arrêtée par une mystérieuse femme vêtue en religieuse. La femme tente de la laver le cerveau pour l'amener à la montagne divine. Lorsqu'Echo résiste, la religieuse laisse tomber la subtilité et lui assène un coup au ventre, lui informant qu'elle n'a pas besoin de sa coopération, juste de son utilité en tant que pion. Non loin de là, Lily entend toute la conversation. De retour dans le labyrinthe, Nagumo décide qu'il est temps d'avoir une vraie discussion. Il dit à Kaori de comprendre pourquoi elle l'a suivi en premier lieu et de garder la tête dans le jeu. Il passe à un autre navire fantôme, et dès qu'il monte à bord, une autre illusion se déclenche. Cette fois, il voit une fête avec des humains, des démons et des hommes bêtes se détendre ensemble comme si c'était une sorte de Nations Unies dans un monde fantastique. Le roi apparaît et prononce un discours émouvant sur le succès de leur traité de paix, rendant tout cela étrangement idyllique. Mais dans un véritable style humanitaire, le roi change soudainement de ton, déclarant que les humains ne pourront jamais être sur un pied d'égalité avec les autres races. Il mène alors une embuscade brutale au nom de leur dieu, massacrant les invités tandis qu'une mystérieuse femme masquée le suit à l'intérieur. L'illusion se termine brusquement, laissant Kaori se demander pourquoi cela s'est arrêté avant qu'ils ne puissent intervenir. Nagumo, toujours pragmatique, suggère que l'objectif pourrait être de les faire observer et réfléchir. Pendant qu'il fouille le navire, Nagumo commande combien il est étrange que le roi ait pu obtenir autant de respect tout en nourrissant secrètement une telle haine. Soudainement, une étrange brume s'installe, et les instincts de Nagumo se déclenchent lorsqu'il aperçoit un fil piège. Il détruit immédiatement les pièges, mais un vent fort souffle Kaori, la laissant seule pour faire face à une embuscade. Après avoir démontré ses compétences en combat, il retrouve Kaori pour immédiatement lui mettre une arme sur la tête et tirer. Kaori se réveille, compréhensible confuse, et lui demande pourquoi il l'a tiré. Nagumo explique brutalement que son corps avait été pris en possession. L'entité qui la possède tente de lui faire culpabiliser, lui demandant comment il peut faire du mal à quelqu'un qu'il apprécie. Nagumo, non impressionné, tire une autre balle magique, expliquant que cela ne fait mal qu'au parasite, pas à Kaori. Il avertit l'entité que si elle ne part pas, il rendra sa vie un enfer sans la laisser mourir. Sans signe is Murdruora, The Entity By. Nagumo se penche pour vérifier si Kaori va bien. Dès qu'elle est complètement consciente, elle lui donne un baiser, déclarant sa décision de rester à ses côtés même si elle sera toujours la deuxième après YU. Elle accepte son rôle de soutien ultime, ce qui fait sourire Nagumo et lui faire des roulements d'yeux. À la fin du donjon, Nagumo déclare que cela a été une promenade de santé par rapport au précédent labyrinthe. Kaori lui rappelle que pour les habitants de ce monde, voir le chaos de leur dieu aurait été traumatisant. Le reste de l'équipe finit par les rattraper, et Tio ne perd pas de temps à taquiner Nagumo à propos de son moment seul avec Kaori. En réponse, il lui donne une gifle si forte que ses fesses dégagent de la vapeur. Kaori se vante du baiser, défiant directement YU, et YU, toujours aussi confiante, accueille la compétition avec un sourire. Ils entrent dans le cercle magique, acquérant le pouvoir de restauration et la preuve de conquête, mais avant qu'ils ne puissent célébrer, l'eau commence à monter, et le monstre de gelée réapparaît, prêt pour un round 2.
YE le tient à distance avec sa magie spatiale pendant que Nagumo crée frénétiquement une nouvelle arme. Avant qu'il n'ait terminé, le monstre fait un dernier mouvement pour les engloutir tout entiers. Les choses semblent sombres jusqu'à ce qu'un banc de poissons apparaisse de nulle part pour le retenir. Le poisson qu'ils avaient libéré plus tôt, nommé Lehman, annonce son intervention opportune, donnant à Nagumo suffisamment de temps pour terminer son arme. Il lance les missiles, qui anéantissent le monstre de gelée dans une énorme explosion. De retour dans le royaume, les étudiants commencent à s'inquiéter de l'absence d'écho de la montagne divine, et Shizuku fait remarquer que Lily est aussi portée disparue. Le capitaine Meld arrive alors qu'ils expriment leurs préoccupations au sujet d'Echo et d'autres étudiants disparus, et il les assure que la situation est en cours d'investigation. Pendant ce temps, sur la montagne divine, Echo est en captivité, où la religieuse sinistre se vante qu'elle est devenue un inconvénient pour le jeu tordu de son seigneur. Quelques jours plus tard à Erizen, Miyu réveille Nagumo avec la question urgente, pourquoi lui et YE sont-ils toujours nus? YE, imperturbable, dit à Miyu qu'elle comprendra quand elle sera plus vieille. Mais Miyu, jamais du genre à laisser passer les choses, remarque la croissance spéciale de Nagumo et demande si c'est pour ça qu'il comprend mieux les choses. Déconcerté, Nagumo la prend et essaie d'expliquer, mais avant qu'il ne puisse se sortir du trou gênant, le reste des filles entrent et annoncent que le petit déjeuner est prêt. Pendant le repas, Nagumo rumine à propos de leur départ imminent, redoutant la manière dont il va annoncer la nouvelle à Miyu. Pour alléger l'atmosphère, il se dirige vers l'eau pour une journée amusante. Pendant que les filles jouent à cache-cache avec Miyu, Nagumo s'assoit seul, luttant contre ses pensées. Les choses prennent un tournant chaotique lorsque Miyu plonge dans l'eau et vole le haut de bikini de Shiya avec un grand splash, la laissant exposer. Remia saisit cette occasion pour nager vers Nagumo, le remerciant de faire de son mieux pour garder Miyu heureuse. Elle lui conseille de faire ce qu'il doit faire, en lui assurant que Miyu a grandi et peut supporter la nouvelle. Nagumo acquiesce et décide qu'il dira à Miyu qu'ils partent le lendemain. Alors que Remia promet un festin ce soir-là, elle se blottit soudainement entre les jambes de Nagumo, l'appelant chérie. YE arrive alors sur les lieux avec un poisson et un regard mortel, prête à régler les choses. Pendant ce temps, Kaori se lamente de sa lutte sans fin pour trouver un peu de répit. À la manière classique de Miyu, elle demande à Nagumo s'il veut le haut de bikini de Shiya, provoquant le chaos lorsque Shiya l'accuse de l'Y avoir incité. YE, ne manquant pas une occasion, lui propose le sien, rapidement suivi des autres filles, jusqu'à ce que Nagumo se retrouve couvert d'une quantité absurde de maillots de bain. Plus tard, Nagumo annonce enfin la nouvelle à Miyu. Aussi courageuse que jamais, elle lui dit qu'elle le retrouvera un jour. Nagumo lui promet de revenir pour elle quand tout sera fini et même de l'emmener au Japon pour lui montrer où il a grandi. Le soir venu, les filles sont surprises lorsque Nagumo annonce son intention d'emmener Miyu au Japon avec eux. Il jure de trouver un moyen de traverser de nouveau, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, Miyu donne au groupe des porte-bonheur identiques en guise de cadeau d'adieu. Ils se disent au revoir en larmes et quittent Erizen. De retour au royaume, Lily traverse les ruelles, hantée par ce qu'elle a récemment vu et en proie à la question de savoir en qui elle peut avoir confiance. Pendant ce temps, une armée brainwashée est rassemblée par une femme cachée, déclarant que le moment est venu. Eyama est également là, car la trahison est désormais devenue une seconde nature pour lui. Echo, enfermé dans une cellule, exige de savoir ce qu'il compte faire de ses élèves, mais la nonne s'en va sans répondre. Resté seul, Echo place son espoir en Nagumo. Pendant ce temps, Fred déclare que le seigneur démon a émis un décret et commence à mener ses troupes pour attaquer les humains du Nord. Au palais, le capitaine Meld est troublé par un phénomène semblable à un vide qui se répand parmi les chevaliers magiques et les soldats. José rapporte que 30% de leurs forces sont affectées, mais Meld n'est pas sûr s'il s'agit d'une attaque ou simplement d'une incompétence de masse. Il ordonne à José de trouver quelqu'un de connaissant la magie noire pour enquêter et contenir la situation. Alors que Meld est assis dans son bureau, se demandant pourquoi il n'a pas encore été ciblé, il écrit des lettres au duc d'Ankaji et à Nagumo au cas où quelque chose lui arriverait. Ses réflexions sont interrompues par un coup à la porte, et c'est Eyama, qui prétend avoir quelque chose d'urgent à partager. Meld le laisse entrer, mais Eyama reste là, silencieux et suspicieux. Un second coup à la porte brise la tension, et cette fois, c'est José avec un autre rapport. Mais lorsque Meld ouvre la porte, José attaque, clairement envahi par le vide. Meld parvient à esquiver et à repousser l'attaque de José, pour remarquer que Eyama se dirige vers lui avec des intentions malveillantes. Avant que Meld ne puisse réagir, Eyama lui porte un coup de couteau dans le dos, scellant ainsi sa trahison. Le capitaine Meld, prouvant qu'il n'est pas du genre à se laisser faire, utilise un sort de vent pour envoyer ses attaquants valser à travers la pièce. Apercevant Eyama qui guette, il se prépare à l'abattre, mais deux chevaliers magiques accourent à la rescousse d'Eyama. Malgré leur supériorité numérique, Meld en vient rapidement à bout, rappelant fermement que Nagumo n'est pas le seul à être un badass en ville. En croisant le fer avec José, Meld exprime sa déception envers son camarade d'être tombé sous le contrôle du vide. Après un échange tendu, il met José à terre. Eyama, observant le chaos, est choqué que Meld ait été utile tout ce temps. Avant que Meld ne puisse célébrer, les chevaliers tombés se relèvent, et Eyama déclare avec arrogance que même la mort ne peut les arrêter. À mesure que davantage de chevaliers corrompus envahissent la pièce, Meld réalise qu'il est dépassé.
Il prend l'option la plus raisonnable, sauter par la fenêtre pour s'échapper. Sa victoire est de courte durée lorsqu'il se retrouve face à un ange. Elle tend la main, et tout devient d'un blanc éblouissant. Plus tard, la mystérieuse femme ramasse les lettres laissées par Meld et exige de savoir où l'ange est allé. Eyama, encore sous le choc, lui dit que l'ange est parti, les qualifiant de moitié cuits. Imperturbable, la femme déclare avec arrogance que tout se déroule comme prévu, prouvant qu'elle bénéficie de la bénédiction de Dieu. Le lendemain, Nagumo se promène dans la région lorsqu'il aperçoit un groupe de bandits encerclant des personnes prises dans un sort de barrière. Alors que la barrière commence à faiblir, Kaori lui supplie d'intervenir. Sans hésitation, Nagumo accélère, arme à la main, éliminant les bandits avec une efficacité glaciale. Une fois arrivé, Kaori se précipite pour soigner les blessés pendant que Nagumo continue de faucher les bandits. Soudain, Lily apparaît, courant vers Kaori avec soulagement. Les deux se retrouvent, et Lily est ravie de rencontrer enfin Nagumo en personne. Nagumo, cependant, ne la reconnaît pas, laissant Kaori expliquer maladroitement qu'elle est la princesse. Lily les rejoint dans le van et met Nagumo au courant du lavage de cerveau en cours au palais et de l'enlèvement d'Eko. Elle explique qu'elle se rendait chez le duc pour demander de l'aide mais qu'elle a eu la chance de les croiser. Nagumo, toujours concentré sur la mission, déclare qu'ils sauveront Eko en premier. Il remarque que la montagne divine est aussi un labyrinthe et s'interroge sur la magie ancienne qu'il pourrait renfermer. Pendant ce temps, dans sa cellule, Eko est assise anxieusement, tentant de deviner les plans de ses ravisseurs. Elle commence à soupçonner que Nagumo pourrait déjà être en train d'agir, et ses soupçons se confirment lorsqu'il apparaît soudainement devant sa fenêtre. À la manière classique de Nagumo, il fait irruption comme une équipe de sauvetage à lui tout seul. Lorsque Nagumo lui dit qu'il est là pour la sauver, Eko devient gêné. Il s'approche d'elle, la saisissant, mais avant que les choses ne deviennent bizarres, elle lui rappelle qu'elle est son professeur. Nagumo, pragmatique comme toujours, rétorque qu'il était simplement en train de lui retirer ses chaînes et lui suggère de ne pas avoir l'esprit mal placé. Après l'avoir libérée, Eko lui demande comment il savait où la trouver. Nagumo explique que Lily l'a averti, montrant qu'il a pris soin d'agir. Eko le remercie de l'avoir sauvé à Harris, mais lui conseille de faire attention maintenant qu'il a été marqué comme hérétique. Leurs échanges sont interrompus par un bruit de commotion. Nagumo apprend que des démons attaquent et dit à Eko de rejoindre le groupe. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une lumière brillante englobe soudainement la zone. Le sommet de la montagne est complètement désintégré, révélant un ange qui se présente comme Noin, l'apôtre de Dieu. Pendant ce temps, au château, le groupe se dirige vers la chambre de Shizuku, mais les fenêtres se brisent soudainement, et le chaos éclate. Lily constate que la grande barrière a été détruite, laissant le royaume grand ouvert aux attaques. Avant qu'elle ne puisse réaliser la gravité de la situation, Tio radio avec une mauvaise nouvelle, des démons ont envahi, et le souffle du dragon blanc a anéanti la barrière. YE suggère rapidement de se diviser, Kaori et Lily localiseront les étudiants, tandis qu'elle et Shia partiront faire payer Fred pour avoir osé blesser Nagumo. En rejoignant Tio à la tour de l'horloge, YE et Shia demandent la position de Fred. Avant qu'elle ne puisse planifier leur attaque, Nagumo radio et ordonne à Tio de prioriser la mise en sécurité d'Eko. Tio s'envole immédiatement avec Eko à sa suite. Soudainement, Shia reçoit une prémonition et avertit YE juste avant qu'une attaque n'incinère la tour de l'horloge. Elles échappent de justesse, mais Fred arrive avec ses forces en renfort. Il envoie un autre souffle de dragon, mais YE le renvoie calmement avec de la magie spatiale, anéantissant la moitié de ses forces en un seul coup. Imperturbable, Shia fait signe à Fred de venir. Reconnaissant un duo dangereux, Fred ordonne à ses forces de se séparer. Il assigne Mikhail pour affronter Shia pendant qu'il fait face à YE, afin qu'ils ne puissent pas s'entraider. L'attaque de Mikhail téléporte Shia vers un autre endroit, où il déclare son intention de venger sa fiancée, vaincue dans le labyrinthe d'Orku. Shia, peu impressionné, rejette sa vendetta et avertit que quiconque la combattra devrait se préparer à perdre. Furieux, Mikhail lance une salve de rafales d'énergie. Shia les esquive facilement, contre-attaquant avec son marteau et avertissant ses forces de ne pas s'approcher de trop près. Elle invoque ensuite la boule de démolition de Miley et commence à envoyer les ennemis valser de gauche à droite. Lorsque les forces de Mikhail la percent de pics de pierre, elle commence à se pétrifier, mais elle annule rapidement l'effet en utilisant la magie de restauration quasi. En roulant Mikhail dans sa chaîne, Shia l'écrase contre le sol, mettant fin au combat dans une violente défaite unilatérale. Pendant ce temps, du côté de YE, Fred la bombarde de feu, mais elle l'absorbe sans effort. Elle riposte en invoquant un dragon de foudre, mais il est annulé par un autre ninja tortue. Fred, tout sourire, affirme que tant qu'il possède le pouvoir de la tortue, sa magie ne fonctionnera pas. YE, peu impressionné, invoque 5 dragons de foudre, anéantissant la tortue et la moitié des forces de Fred. Désespéré, Fred lance un sort ressemblant à une bombe atomique, nivelant la zone. YE en sort indemne, mais le dragon de Fred profite de l'occasion pour la poignarder alors qu'elle est distraite. Riant malgré la douleur, YE se transforme en démon et lance la réversale de résurrection, faisant réapparaître la blessure que Hajime lui avait infligée dans le labyrinthe. Le coup affaiblit considérablement Fred, le forçant à se retirer sous la couverture de ses hommes en utilisant la magie spatiale. Shia arrive juste au moment où Fred s'échappe.
YE, bien que contrarié, l'informe de la situation et se prépare pour les prochaines étapes. Pendant ce temps, Nagumo poursuit sa mission de sauvetage, portant Echo tout en esquivant les attaques. Noa, brandissant son épée, fonce, bloquant ses tirs et frappant contre lui. Nagumo évite habilement, ripostant avec ses boucliers croisés. Noa reconnaît sa force, admettant que c'est pourquoi il n'est pas fait pour être un pion pour leur dieu. Elle lance une explosion magique, mais Nagumo utilise ses outils pour ériger une barrière juste à temps. À mesure que la bataille s'intensifie, Nagumo entend des chants venant de l'église, générant un chant magique qui affaiblit tout le monde à proximité. Il remet en question les priorités de Noa, lui demandant pourquoi elle le cible plutôt que de s'occuper des démons qui menacent le royaume. Elle répond de manière cryptique, ainsi soit-il, ce qui pousse Nagumo à l'accuser d'utiliser les humains comme pions, tout comme le dieu qu'elle sert. Imperturbable, Noa tire une nouvelle attaque dévastatrice, brisant enfin la barrière de Nagumo, mais avant qu'elle ne puisse le finir, Tio arrive en volant et l'éjecte. Nagumo confie rapidement Echo à Tio, qui la vole en sécurité tandis qu'il se prépare à affronter la suite du combat. Alors que Tio vole Echo en sécurité, elle mentionne tranquillement qu'elle doit s'occuper de quelques affaires non terminées avec l'église et prévoit de déposer Echo. Cependant, Echo insiste pour rester, révélant que sa magie est comparable à celle des mages des dieux. Elle est déterminée à aider, prouvant qu'elle est plus qu'une simple enseignante prise dans le chaos. Pendant ce temps, Nagumo poursuit son combat acharné contre son adversaire, qui refuse de se laisser abattre. Il remarque que sa puissance magique reste inébranlable, même alors que sa capacité limite commence à s'épuiser. Blessé et épuisé, Nagumo continue l'assaut, ne lui infligeant que quelques égratignures malgré ses attaques à courte portée. Changeant de tactique, il sort 2 anneaux spatiaux et les utilise pour transporter ses attaques directement vers elle, brisant ses épées. La rendant temporairement sans défense, il la bloque sur place et active son arme ultime, une attaque qu'aucune personne n'a survécu auparavant. Malgré ses tentatives de résistance, Nagumo donne le coup fatal, la vainquant enfin. Juste au moment où il reprend son souffle, une énorme explosion secoue la zone. Nagumo se précipite pour enquêter et découvre que Tio et Echo ont accidentellement fait sauter toute l'église, éliminant tout le monde à l'intérieur. Echo, horrifié par le carnage qu'elle a causé, a du mal à comprendre l'ampleur de ses actions. Nagumo, étonnamment tendre, la réconforte en lui rappelant que ce n'était pas intentionnel. Avant qu'il ne puisse y réfléchir plus longtemps, Tio signale une silhouette lumineuse qui essaie d'attirer leur attention. Ils la suivent jusqu'à un cercle magique, ce qui pousse Nagumo à se demander s'ils ont accidentellement trouvé un autre labyrinthe. Effectivement, ils sont transportés dans une nouvelle pièce où ils reçoivent de la magie capable de manipuler les âmes, le même type de magie que Mildy utilisait autrefois pour garder son âme dans un golem. Nagumo s'avance pour lire les conditions de complétion du labyrinthe, conquérir 2 autres labyrinthes, abandonner toutefois en les dieux, et surmonter un effet alimenté par l'énergie divine. Satisfait d'avoir coché toutes les cases, il prend l'anneau. Echo le ramène ensuite à la réalité, lui rappelant que la capitale est toujours sous attaque et qu'ils doivent partir. Pendant ce temps, de retour dans la capitale, Shizuku se réveille au bruit étrange. Curieuse, elle sort du lit et remarque d'autres étudiants qui se promènent. Ensemble, ils réveillent tout le monde pour enquêter. Soudain, Nia apparaît, affolée, et les informe que les démons envahissent. Koki suggère immédiatement qu'ils gagnent du temps pour permettre aux civils d'évacuer, mais Eri propose de se regrouper d'abord avec les chevaliers magiques. Suzu et Shizuku sont d'accord, et le groupe se met en route. Eri les conduit au point de rassemblement des chevaliers, mais quelque chose semble étrange. José, s'adressant aux chevaliers, sort un orbe pour marquer le début de la guerre. Lorsqu'il l'active, une lumière éblouissante engloutit la zone, désorientant les étudiants. Dans le chaos, les chevaliers se retournent contre eux, ne laissant que Shizuku debout au milieu du carnage. Alors que Shizuku digère la trahison, une femme mystérieuse apparaît, imperturbable face au massacre. Elle reconnaît la résilience de Shizuku, disant qu'elle n'est pas surprise qu'elle soit la dernière debout. Juste au moment où Nia court vers Shizuku, apparemment pour chercher de l'aide, elle l'embrasse et la poignarde dans le dos. La femme mystérieuse se révèle être nulle autre qu'Eri, son sourire sinistre marquant le début d'un nouveau cauchemar. Après avoir capturé les étudiants, Eri enchaîne Koki et scelle l'affaire par un baiser, révélant son plan de maître. Elle était complètement amoureuse de lui depuis le début, et toute cette machination avait été orchestrée simplement pour le rendre à elle. Shizuku, horrifié, exige de savoir ce qu'Eri a fait aux autres. Avec un sourire tordu, Eri annonce qu'ils sont tous morts et liés à elle par un sort spécial de nécromancie qui lie leurs âmes à la sienne. Lorsque le groupe refuse de le croire, Eri montre calmement la vérité en ressuscitant un camarade juste devant eux. Suzu, dévastée, demande comment elle a pu faire une chose aussi monstrueuse, mais Eri la remercie sournoisement d'être assez crédule pour l'avoir aidé à en arriver là. Se tournant vers Shizuku, Eri déclare son intention de l'utiliser pour éliminer Kaori. Attrapant une épée, elle s'apprête à la plonger dans Shizuku, mais une barrière soudaine l'arrête, la repoussant en arrière. Debout à l'entrée, Kaori tient bon, lançant des sorts de protection pendant que Lily renforce la barrière. Un chevalier magique s'approche discrètement par derrière pour attaquer, mais Eyama apparaît, le neutralisant rapidement. Désespérée,
Lily se tourne vers lui pour demander de l'aide, mais à la grande surprise de tous, Aoyama l'assomme, poignarde Kaori et déclare qu'il l'a enfin eu. Malgré la trahison, Kaori parvient à lancer un sort de guérison qui restaure les étudiants et commence à se soigner elle-même. Cependant, Aoyama intervient et enfonce davantage l'épée en elle, éteignant sa lumière. Maintenant guéri, Koki se libère de ses chaînes et se transforme en berserker contre les chevaliers magiques. Inspirés, les autres étudiants se joignent à lui, combattant de toute leur force. Lorsque Koki tourne son attention vers Eri, le capitaine Meld l'intercepte, le forçant à un duel. En plein combat, Koki se fatigue soudainement et commence à cracher du sang. Eri révèle que le baiser qu'elle lui a donné plus tôt était empoisonné, mais pas mortel, bien sûr, car elle veut le plaisir de l'achever elle-même. Ensuite, Eri tourne son attention vers Kaori, commençant à réciter un sort d'attachement d'âme pour la servir complètement. Avant qu'elle ne puisse finir, Nagumo se téléporte et exige des réponses. Sans hésiter, il écarte Eri et confie Kaori à Tio et Echo pour qu'elle s'occupe d'elle. Eri, avec un sourire suffisant, insiste sur le fait que c'est inutile puisque Kaori est déjà morte, puis tente de négocier avec Nagumo. Un chevalier magique se jette sur lui par derrière, mais Nagumo, sans même se retourner, tire une balle en plein dans la tête du chevalier. Inébranlable, Eri envoie le capitaine Meld après lui. L'épée de Meld entre en collision avec les doigts de Nagumo, incapable de le faire bouger. Réalisant que Meld supplie silencieusement d'être libéré, Nagumo accède à sa demande, le tuant d'une seule balle. Puis, dans la pure tradition des héros d'action, il sort une mitrailleuse et abat les autres chevaliers magiques. Alors que la poussière retombe, Nagumo met le pistolet sur la tête d'Eri, exigeant ses derniers mots. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, une boule de feu fonce vers lui. La déviant facilement, il se tourne pour voir Aoyama crier de façon incohérente et charger vers lui. Nagumo écrase Aoyama au sol, coupant court à sa crise et lui ordonnant de se taire. Le tenant par le cou, Aoyama accuse Nagumo de tout ce qui a mal tourné dans sa vie, en pleurant de manière incontrôlable. Nagumo, ne s'intéressant pas à ses jérémiades, le frappe dans la horde de monstres entourant le bâtiment, le réduisant au silence. Tio appelle Nagumo, lui annonçant qu'ils ont réussi à attacher l'âme de Kaori, mais qu'ils ont besoin d'aide supplémentaire pour terminer le processus. Juste à ce moment-là, Fred apparaît, se vantant que Nagumo est entouré et devrait se rendre. Reste calme, Nagumo active un dispositif qui libère un immense rayon d'énergie, oblitérant tout à l'extérieur des murs d'un seul coup. Se tournant vers Fred, il lui dit froidement de disparaître de sa vue. Humilié, Fred jure de se venger de sa défaite et se retire, emportant Eri avec lui. Enfin, YU et Shia arrivent sur les lieux, rejoignant Tio pour continuer à travailler sur Kaori, et Nagumo rassure Shizuku qu'ils la ramèneront, quoi qu'il en coûte. Quelques jours plus tard, Lily lit un rapport détaillé qui reconstitue le chaos qui s'est déroulé. Il révèle qu'Eri a utilisé sa nécromancie pour prendre le contrôle de la démone du labyrinthe, l'utilisant comme un pion pour conclure un accord avec les démons, qui lui donnait accès au royaume en échange de Koki. De plus, il est confirmé que le lavage de cerveau et le meurtre du roi sont l'œuvre de la religieuse disparue. Secouée par ces révélations, Lily prend un moment pour visiter les hommages dédiés aux défunts. Pendant ce temps, les filles poursuivent leurs efforts pour restaurer Kaori. YU suggère à Nagumo de faire une pause et de rendre visite à Echo, qui s'est tenu à distance. Lorsqu'il la trouve, Echo confesse sa tristesse face à la mort de ses étudiants, se lamentant du poids de son échec. Nagumo, montrant une facette inhabituelle de compassion, lui offre son dos pour pleurer. Plus tard, Koki et Shizuku terminent leur entraînement, et Lily passe les voir. Koki, toujours pensif, admet qu'il attendait Nagumo mais reste méfiant envers lui. Avant que quiconque puisse répondre, Nagumo et le reste du groupe tombent soudainement du ciel dans leur style dramatique habituel. Lorsque Shizuku demande des nouvelles de Kaori, Nagumo la prévient qu'elle pourrait être un peu différente. Quelques instants plus tard, Kaori atterrit dans son nouveau corps, stupéfiant tout le monde. Shizuku la prend dans ses bras, soulagée qu'elle soit en vie. Curieux, les étudiants demandent ce qu'il est advenu de son corps d'origine. Kaori explique qu'elle voulait devenir plus forte, alors le groupe a réparé ce corps et transféré son âme dedans. Son corps d'origine reste suspendu dans la magie, prêt à la recevoir lorsqu'elle le souhaitera. Reconnaissante, Shizuku remercie Nagumo pour tout ce qu'il a fait et lui promet de le lui rendre un jour. Après que Nagumo ait révélé la vérité sur le dieu de ce monde, Koki, prévisiblement, s'enthousiasme, déclarant son intention de combattre le dieu. Nagumo, cependant, le calme en déclarant qu'il n'a aucune intention de se battre pour des gens qu'il ne connaît pas. Il dit à Koki de devenir plus fort et de les protéger lui-même. Plus tard dans la soirée, le groupe dîne au palais. Les étudiants les rejoignent et demandent avec enthousiasme quelle est leur prochaine destination. Lorsque Nagumo mentionne le labyrinthe qu'ils vont explorer, Lily demande à les accompagner, expliquant qu'elle veut visiter la capitale impériale pour parler avec l'empereur. Nagumo n'y voit aucun inconvénient, mais précise qu'il n'a aucune intention de se rendre lui-même à la capitale. Koki se propose de protéger Lily et demande à Nagumo de lui montrer comment acquérir de la magie ancienne pour devenir plus fort. Cela inspire les autres étudiants, qui sont tous impatients de se joindre à eux pour avoir la chance de se renforcer.
Nagumo accepte à contre-séure et leur dit qu'ils partiront à l'aube, ce qui les plonge dans un frisson d'excitation. Pendant le dîner, les filles se relaient pour nourrir Nagumo. Pour une fois, ils se laissent faire, à leur grand plaisir. Cependant, Tio va un peu trop loin, s'excitant un peu trop avec sa cuillère et rendant l'atmosphère gênante. Elle exige alors une récompense pour avoir sauvé Echo, le taquinant en lui disant d'enfoncer son outil dans son arrière-train comme il l'avait fait lorsqu'ils se sont rencontrés. Agacé mais prêt à lui rendre l'appareil, Nagumo sort son outil plus long et plus dur, lui avertissant de se préparer. Tio tente immédiatement de se rétracter, réalisant qu'elle a peut-être voulu en faire trop. Le lendemain matin, le groupe se réunit à l'extérieur, tandis que les étudiants et Lily les rejoignent, prêts pour le voyage à venir. Après un au revoir réticent à Echo et à l'équipe des héros, ils partent pour leur prochaine aventure. Merci d'avoir regardé le récapitulatif. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de récapitulatifs d'animes incroyables.